Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie. Aujourd'hui dans l'épisode, on démystifie la synastrie. Qu'est-ce que c'est une synastrie? C'est quand on vient superposer deux cartes du ciel pour venir faire l'analyse d'une relation. Donc, en regardant où les placements d'une personne tombent dans notre propre carte du ciel, on peut venir voir ce que la personne vient activer dans notre vie. On peut également aller voir les aspects de support, donc qui viennent créer une harmonie entre les deux personnes, et les aspects de tension qui viennent pointer un peu les défis de la relation. Et pour décoder les mystères de la synastrie, aujourd'hui, je reçois Delphine, qui est également astrologue. D'ailleurs, c'est Delphine qui s'est proposée à venir sur le podcast et c'est elle qui a eu l'idée du sujet de la synastrie, ce qui me rend vraiment heureuse et comblée parce que j'adore ce sujet. Donc, moi et Delphine, on va vous parler de notre processus pour analyser une synastrie, des points importants à regarder selon nos deux perspectives. On va également faire la synastrie de nos couples en exemple. Ça va être super intéressant et je tiens vraiment à remercier Delphine d'être venue sur le podcast et de nous avoir partagé ses connaissances. Je vais mettre toutes les informations pour la rejoindre dans la barre d'infos de l'épisode. Et comme à l'habitude, avant de se diriger vers la belle discussion que j'ai eue avec Delphine, j'aimerais prendre un moment pour vous partager ce qui s'en vient pour le mois de novembre 2023. Je vais offrir 2 événements en ligne, le premier étant une masterclass sur les progressions secondaires et le cycle lunaire en astrologie. Cette masterclass qui fait partie de la série de masterclass que j'offre cet automne dans le cadre de mon programme Cycle sacré. Elle va avoir lieu samedi, le 18 novembre, de 9h30 à 12h30, donc une masterclass de 3 heures dans laquelle on va tout apprendre sur la technique des progressions secondaires en astrologie. Si vous ne savez pas c'est quoi cette technique, je vous invite à aller écouter l'épisode 28 du podcast, qui est un épisode sur l'astrologie cyclique dans lequel je vous partage la différence entre chacune des techniques d'analyse du temps en astrologie. Donc, dans cette masterclass, on va non seulement explorer la technique des progressions en profondeur, mais on va également parler du cycle lunaire dans une optique mensuelle, donc le cycle lunaire que l'on traverse à tous les mois, mais aussi dans une optique de vie. Donc, on va explorer notre cycle lunaire personnel progressé qui représente 3 grands cycles de 30 ans séparés par différentes phases de 3-4 ans chacune. Bref, je vous en dis pas plus, c'est super intéressant. Si vous voulez aller voir de quoi on va parler, je mets tous les détails dans la barre d'infos de l'épisode. Et mon deuxième événement va être un cercle de pleine lune qui va avoir lieu lundi, le 27 novembre, pour la pleine lune en Gémeaux. Et comme tous les cercles de pleine lune que j'offre cet automne, c'est un cercle dans lequel on va venir décortiquer, analyser la pleine lune dans notre propre carte du ciel et se préparer pour les transits à venir au mois de décembre. Donc ça inclut un calendrier des transits du mois de décembre et une analyse des transits à venir. Donc voilà pour mes événements en ligne. J'aimerais aussi vous dire que j'ai ouvert mon calendrier de réservation pour novembre et décembre. Si vous avez envie de recevoir une analyse de carte du ciel, j'offre des analyses de carte du ciel natale, j'offre des analyses de cycle dans lesquelles on observe les énergies à venir pour l'année suivante et un peu de l'année précédente et des années qui vont suivre. On va voir les grands cycles comme les petits cycles. Et évidemment, j'offre aussi des synastries dans lesquelles j'observe aussi votre composite avec la personne que vous choisissez. Fait que ça peut être une analyse de vous et votre enfant, une analyse de couple, une analyse d'amitié. Donc, peu importe le duo que vous avez envie d'explorer. Je fais aussi des synastries familiales dans laquelle on peut observer la relation des parents avec leur enfant et de voir un peu la composite familiale, donc l'union
des cartes du ciel de la famille au complet. Donc, disons que vous avez, vous, votre partenaire, 2 enfants, bien, on peut créer une carte du ciel qui représente la famille au complet et venir analyser ce que vous êtes venus, désolé, vivre ensemble ici, sur Terre, dans cette vie-ci. Donc, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos pour mes différents forfaits de lecture de cartes du ciel. C'est au maudevalière.com/rendez-vous. Donc, je suis sûre que vous avez hâte d'en apprendre plus sur la synastrie. Alors, je vous laisse là-dessus, puis je remercie encore Delphine d'être venue sur le podcast. Allô Delphine, bienvenue sur Décoder l'astrologie. Je suis super excitée de te recevoir aujourd'hui. Une autre astrologue, bienvenue. Merci Maude. Hey, je suis tellement excitée moi aussi de faire ça avec toi aujourd'hui. Ça va être vraiment cool. Comment tu vas? Comment t'arrives dans notre espace? Écoute, ben ça fait un bon 15-20 minutes que j'attends ce moment-là, puis que je suis vraiment contente. Là, tu sais, je me suis levée ce matin, puis j'étais comme yes, podcast, ça va être le fun, un sujet que j'aime pas là, en plus. Fait que j'arrive pas mal avec une énergie enthousiaste, puis en plus, je pense qu'en ce moment, Mercure fait un trigone avec Jupiter dans le ciel. Fait que je pense que ça va être une bonne discussion. Ouais. C'est un bon moment justement pour enregistrer cet épisode-là. Je trouve ça intéressant aussi la rétrograde de Mercure. Tu le mentionnais, t'as attendu un petit 15 minutes parce que j'ai le café partout sur mon laptop avant de commencer. Mercure, quand tu nous tiens. Oui, c'est ça. On y va quand même. On se laisse pas abattre par ça, malgré tout. Donc, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va vous parler de synastrie, qui est la technique qui nous permet d'analyser les relations en astrologie, fait que ce soit relations de couple, relations familiales, relations d'amitié. Delphine est aussi astrologue. J'aimerais ça que tu prennes le temps peut-être de te présenter, Delphine, nous expliquer ce que tu fais, ça a été quoi ton parcours avec l'astrologie, qui est Delphine? Oh, j'aime ça, cette question-là. Ben, ça prête large, là. Je suis une Sagittaire, hein, fait que je pourrais aller loin, là, dans qui je suis. Mais écoute, ça fait 5 ans que, à peu près, je m'intéresse à l'astrologie, que je l'apprends. Puis ça s'est vraiment présenté à moi comme une évidence, là, qu'il fallait que je m'inscrive à ça. C'était pendant la COVID, là, au début. Puis bref, je me suis inscrite à ça, puis ça a toujours été ben pas toujours été, mais c'est devenu une passion très vite, l'astro, puis c'est ça. Puis dans le fond, ça fait 3 ans que j'offre mes services bientôt, là, du mois de décembre, fait que dans quelques mois. Puis je offre aussi plusieurs services différents. J'aime ça me varier. Je suis ascendant Gémeaux, fait que j'aime ça faire plusieurs choses. Donc, c'est ça, fait que j'offre des services de carte du ciel, évidemment, mais j'offre des prévisions, des révolutions solaires, la synastrie, évidemment. Je me suis formée là-dedans parce que ça me passionne vraiment les relations entre les gens, puis c'est vraiment un sujet intéressant, je trouve. Puis ça ressemble pas mal à ça en général, je pense. Je fais aussi des petites météo astrales, des TikTok pour parler aussi des transits. Puis c'est ça, c'est vraiment cool. On fait un peu des trucs similaires, tu sais, sur notre Instagram, partager de l'information, puis offrir ses services aussi. Puis je suis curieuse de savoir quel type d'astrologie tu pratiques. Est-ce que tu mélanges des courants? Est-ce que tu... Bonne question. Ouais, j'ai appris avec Placidus. Donc, je suis partie avec ça longtemps. Par contre, Uranus, là, je fais beaucoup référence à l'astro, là, mais Uranus a fait un transit avec mon Neptune il y a à peu près 2 mois de ça. Et ça a créé un changement dans ma spiritualité. Du jour au lendemain, ça a vraiment été un moment de comme, ça fonctionne plus, Placidus pour moi. Puis là, je suis rendue en Whole Signs. Fait que c'est ce que je pratique maintenant, signe entier, puis c'est vraiment récent, puis je le pratique maintenant dans mes rendez-vous, puis je trouve, surtout avec les transits, c'est ça qui me gossait beaucoup, puis maintenant, ça fait beaucoup plus de sens pour moi dans ma vie, je trouve. Fait que c'est ce que je pratique maintenant. Ça vient vraiment simplifier les choses, j'ai l'impression. Puis c'est drôle parce que moi aussi, j'ai commencé à pratiquer avec Placidus. Ça fait quand même assez longtemps. Je pense que j'ai commencé environ 2015-2016. Puis un moment où est-ce que j'ai commencé à utiliser signe entier, Whole Sign, ça comme, on dirait que l'astrologie s'est ouverte à moi. Puis en astrologie traditionnelle, qui est le type d'astro que je pratique, ben c'est ce système-là qu'on utilise. Pour les gens qui nous suivent pas en ce moment, Placidus puis signe entier, Whole Sign en anglais, c'est un système de domification ou un système de comment les maisons sont placées dans la carte du ciel. Fait que d'un astrologue à l'autre, la carte du ciel va être générée de manière différente. Fait que je trouvais ça intéressant de te demander d'où tu pars parce que ça se peut que dans nos expériences, dans nos apprentissages qu'on va partager aujourd'hui soit un peu différent. C'est ça qui amène
de quelque chose Ouais, c'est ça. Tu sais, la seule, mettons, c'est ça, moi, c'est pas l'astro traditionnelle, admettons. Fait que c'est ça, j'utilise Uranus, Neptune et ben, Pluton. Oui, c'est ça. Fait que ce serait la différence. Dans le fond, parce que dans le fond, si je me trompe pas, l'astrologie traditionnelle, c'est les maisons sont égales aussi. Oui, on utilise Ouais, c'est ça. les maisons signantiques. Puis dans mon astrologie traditionnelle, je t'avoue que là, je m'en viens dans une fluidité. Tu sais, j'inclus OK. Chiron, j'inclus Lilith de plus en plus. J'utilise Uranus, Ouais, Pluton, mais d'une façon un peu différente. Fait que j'ai hâte de voir OK. comment tu les utilises aussi en synastrie. Je pense que ça va être super intéressant. Oui. Fait que, qu'est-ce que la synastrie, Delphine, pour toi, si tu veux nous l'expliquer rapidement? Je te ferai ma perspective après. Ouais, c'est ça, j'aimerais ça. J'ai hâte de t'entendre là-dessus aussi. Mais dans le fond, la synastrie, c'est vraiment comme les deux cartes du ciel de deux personnes différentes. Fait que peu importe, comme tu l'as dit au début, tu sais, c'est important de dire que oui, il y a la relation de couple, qu'on focalise beaucoup là-dessus, mais il y a la relation mère-fille, il y a la famille, il y a toutes les amitiés aussi. Fait que de personne en personne, ça change. Fait que c'est ça que je trouve beau avec les synastries. Fait que c'est vraiment une carte du ciel, une par-dessus l'autre. Puis c'est les liens entre les planètes, entre les deux cartes. Fait que c'est cette création-là qui nous donne, OK, c'est quoi les défis, c'est quoi les bons liens, c'est quoi les échanges d'énergie entre les planètes, puis qu'est-ce que ça nous donne comme défi. Puis ça l'explique encore une fois, comme la carte du ciel, beaucoup de choses sur ça. Fait que tout sur toutes les relations qu'on a, que ce soit au travail, en famille, en amitié, tout ça. Fait que pour moi, ce serait ça, la définition d'une synastrie. Fait que, en gros, parler, ce serait vraiment comme une carte du ciel, une par-dessus l'autre, énergie entre les deux, création de la relation. Fait que ce serait ça pour moi. C'est exactement ça. Puis, tu sais, pour celles qui ont déjà regardé des cartes du ciel de transit, c'est un peu la même chose. Tu sais, quand tu mets les transits Mm. par-dessus ta carte du ciel, mais là, c'est tu mets C'est la vrai. carte du ciel de quelqu'un d'autre par-dessus ta carte. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les inverser. Fait que, par exemple, que tu aurais la carte du ciel de ton chum par-dessus la tienne, puis après ta carte du ciel par-dessus celle de ton chum qui va venir toucher des choses différentes. C'est sûr que les aspects qui sont les lignes entre les planètes, les relations entre les planètes vont rester les mêmes, mais il y a Ouais. quand même des choses qui peuvent venir être transformées au niveau des maisons. Fait que c'est de superposer deux cartes ou plus même. Là, moi, dans mon logiciel, je peux Ouais, aller c'est vrai. j'ai déjà fait des Ouais. synastries familiales. Je pense que je suis allée jusqu'à 3 où est-ce qu'il y avait les parents, Mm. l'enfant, puis tu avais comme la triple synastrie. Fait que ça aussi, ça peut Ah, être ça, c'est intéressant. cool. Ouais, et toute la famille au complet, c'est beaucoup de travail. Par contre, oui, c'est ça. Ouais, Plus qu'il y a de monde, plus c'est de la job. ça prend beaucoup de travail d'analyse. Puis aujourd'hui, vous allez l'entendre. Là, je sais qu'ici, sur le podcast, il y a des débutants, il y a des personnes plus avancées. On va parler d'aspects, de planètes, de signes de maison. Je vais juste faire un petit retour rapide là-dessus, puis si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast-là. Les planètes dans votre carte du ciel, c'est les acteurs, c'est ceux qui viennent créer les actions. Le signe, c'est comment l'action va être créée. La maison, c'est dans quel secteur de ta vie ou quelle thématique dans ta vie qui est activée. Puis les aspects, ce qu'on va parler beaucoup, fait que tout ce qui est conjonction, alors qu'une moto passe en arrière, désolé. Ah, oui. Conjonction, opposition, sextile, trigone, j'en oublie un. Voyons, carré. Carré, ben oui. T'en utilises d'autres que ces cinq-là, toi? Non, ça ressemble pas mal à ça. Sinon, ça devient mélangeant. Parfois, les quinconces peuvent apparaître, mais c'est quand même les plus principales, ce serait eux, là. Oui, c'est ça. Fait que quand vous entendez ces mots-là, ça, c'est les aspects planétaires. Puis quand vous regardez votre carte du ciel, c'est vraiment les petites lignes qui viennent se créer entre les planètes, puis qui viennent un peu créer une relation entre elles, puis elles viennent s'influencer l'une et l'autre. Fait qu'alors, quand on met deux cartes du ciel une par-dessus l'autre, ben, nos planètes dans notre carte vont venir faire des aspects avec la carte de l'autre personne. Fait que c'est ça qui va venir créer une dynamique en synastrie. Fait que on va essayer de faire ça le plus simple possible. Ça peut être compliqué en audio. Ouais, Sachez c'est vrai. que dans la barre d'infos de l'épisode, vous allez avoir la synastrie de Delphine et son chum qui s'appelle comment? Il s'appelle Patrick. Donc, de Delphine et Patrick. Et vous allez Ouais. avoir ma synastrie avec mon chum qui s'appelle Damien. Fait que vous allez pouvoir regarder ça, voir un exemple de c'est quoi une synastrie, puis nous suivre quand on va en parler un petit peu plus vers la fin de l'épisode. Donc, si on plonge, j'aimerais savoir, quand tu regardes une synastrie, qu'est-ce que tu regardes en premier? Qu'est-ce que tu regardes en ordre? Si tu veux nous partager un petit peu ce qui te saute aux yeux quand tu regardes ça. Ben, dans le fond, la façon dont que je l'ai appris, moi, dans ma formation, c'est à peu près, tout est super important. En fait, là, la première chose, je trouve, qui est assez évidente, c'est d'aller voir chaque placement dans chaque signe, puis la différence avec l'autre personne. Fait que, exemple, mettons, un soleil en poisson versus le chum que le soleil en bélier, admettons. Fait que ça vient
créer une différence dans qu'est-ce que les deux personnes veulent et tout ça. Fait que moi, la première chose que je fais, c'est vraiment chaque placement, chaque signe, jusqu'à Mars, là, pas jusqu'à les autres planètes, parce que ça finirait plus, mais d'aller voir le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars, les ascendants aussi, j'ai compte là-dedans. Donc, d'aller voir ça dans les grandes lignes, je trouve que ça donne déjà une image de c'est quoi la différence entre moi et l'autre personne dans la relation. Fait que ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment le lien avec les maisons. Donc, c'est qu'est-ce que je viens créer chez l'autre personne, dans quel domaine, dans quel thème ça active l'autre espace, l'autre carte. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment, mettons, on reprend l'exemple du soleil en poisson avec le soleil en bélier, ben c'est quoi les soleils tombent dans quelle sphère de la vie de l'autre personne. Fait que, admettons que j'ai un soleil en poisson, il tombe dans la maison 7, puis là, dans celle de la carte à mon chum, elle tombe dans sa maison à lui, dans laquelle, fait que, mettons, tombe dans la maison 5, fait que ça vient activer sa maison 5 chez lui. Donc, ça vient créer quelque chose dans la relation. Fait que ça, ce serait ma deuxième chose au niveau des maisons. Puis la troisième chose, évidemment, ce serait les aspects. Donc, super important. Il y a beaucoup d'aspects dans une synastrie quand même, là. Souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que c'est sûr que je vais aller chercher ceux qui ressortent le plus. Fait que des aspects entre Vénus, entre la Lune, Mars et tout ça. Mais même avec les grosses planètes aussi, des fois, ça peut être important d'aller les chercher, Uranus, Neptune et tout ça. Mais d'aller voir, admettons, que la Vénus de mon chum est située en poisson, puis elle donne un aspect avec mon Mars, son conjoint. Donc ici, il y a clairement une relation au niveau de l'action, des désirs qui viennent se fusionner, fait que ça vient créer quelque chose. Fait que je donne un exemple ici, mais les aspects nous donnent cette information-là aussi. Fait que ce serait comme les trois grandes lignes que je vais chercher dans cette synastrie. J'adore parce que notre structure est quand même similaire. Moi aussi, je commence par justement la comparaison des deux cartes individuelles puis d'aller voir leurs planètes que j'appelle les planètes relationnelles qui pour moi sont la Lune qui nous parle de comme nos émotions. C'est sûr que nos émotions, nos circonstances puis même la relation avec notre corps va être présente dans une relation de couple ou dans une relation tout court. Vénus pour moi qui est un peu notre idéal relationnel, ce qu'on cherche en relation, ce qu'on vit en relation, puis comme le genre de relation qu'on expérimente. Puis Mars, qui est plus au niveau de comme qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qu'on désire, qu'est-ce qui active notre énergie sexuelle aussi. Fait qu'il y a ça. Puis après ça, ben, la Trinité, Soleil, Lune, Ascendant. Tu sais, l'Ascendant, on a parlé de l'identité. Le Soleil, c'est un peu notre quête, notre volonté. Fait que comment ça vient se comparer avec l'autre personne. Puis Mercure, évidemment. Mercure, on est en communication. Ça peut être super intéressant de regarder les deux Mercures puis voir comment chaque personne communique parce que quand je reçois des clients et que je regarde leur carte individuellement, avant même de plonger dans la synastrie, on peut avoir beaucoup d'informations. Tu sais, si la personne a un Mercure en Lion puis que l'autre a un Mercure en Cancer, ça sera pas nécessairement... Non, assez différent, là. Puis on dit souvent dans une relation, la communication, c'est la clé. Fait que si déjà dans une relation, les deux Mercure, c'est déjà un défi en partant, ben on comprend beaucoup plus les choses au niveau de la relation déjà en partant à ce niveau-là. Absolument. Tu sais, chaque planète a son rôle, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de l'observer. Fait que la comparaison des deux cartes, je trouve que c'est vraiment une super belle base. Puis après ça, ben, de mettre le bi-wheel, la double roue en anglais, puis de voir les cartes une par-dessus l'autre. Puis la première chose que je fais, moi, c'est de voir, OK, comment, par exemple, une personne vient jouer dans la vie de l'autre, un peu comme tu l'as nommé, tu sais, qu'est-ce qu'elle vient activer à travers les maisons, puis un petit truc facile, si vous voulez commencer à explorer de votre côté, que moi j'utilise, c'est vraiment d'aller voir la Trinité, donc Soleil, Lune, Ascendant. Pour moi, l'ascendant représente l'identité, fait que l'ascendant de la personne, tout dépendant de la maison dans laquelle il tombe dans ta carte du ciel, et même son signe va pouvoir venir influencer aussi, va venir représenter le rôle de la personne dans cette vie-là, dans cette vie-ci. T'sais. Pour moi, la synastrie, là, c'est vraiment nos deux identités humaines qui viennent jouer ensemble dans notre réalité matérielle. On va parler un peu plus de la composite plus tard, je la vois mais c'est ça, fait que c'est vraiment l'ascendant de ton chum, de ta blonde va venir te montrer c'est quoi son rôle dans ta vie. Fait que si ton chum a son ascendant dans ta maison 10, ben peut-être qu'il vient supporter ta carrière puis qu'il vient jouer un rôle là-dedans. S'il est dans ta maison 2, peut-être qu'il vient jouer au niveau de ton estime personnelle, peut-être. Fait que tu sais, plein de trucs comme ça. Quand je regarde le soleil, c'est vraiment un astre de lumière. Fait que je dis que c'est vraiment le soleil vient mettre en lumière quelque chose. Fait que qu'est-ce que la personne vient mettre en lumière dans ta vie ou vient ajouter une certaine énergie de volonté. Tu l'as nommé tantôt, Delphine, tu disais, quand on regarde les soleils, les personnes ne veulent pas la même chose. Pour moi, le soleil, c'est vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut. Fait que, tu sais, quand le soleil est dans la carte de quelqu'un d'autre, ben c'est comme, qu'est-ce que cette personne-là veut dans ta vie, puis qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière.
Puis finalement, la lune, pour moi, c'est l'archétype de la mère. Fait que c'est comment la personne vient prendre soin de toi émotionnellement, comment elle vient connecter émotionnellement avec toi. Fait que juste ça, sans être astrologue, vous pouvez déjà aller voir, puis c'est super intéressant à C'est observer. ça donne vraiment une belle, une belle description de la relation. Puis moi, je trouve que la lune, c'est super important. Moi, dans le cours que j'avais appris, il avait dit, si c'est pas le placement le plus important dans une relation, pourquoi? Parce que quand, mettons, on prend l'exemple de la relation de couple, tu vis avec l'autre personne qui est notre positionnement lunaire, fait qu'à la maison, en famille, comment tu es dans ton petit cocon à l'intérieur de toi, puis tout ça. Fait que juste ce côté-là aussi avec la lune, ça donne vraiment un, un bel exemple de est-ce que je peux faire une relation de long terme avec cette personne-là? Est-ce qu'on va vivre bien ensemble? C'est souvent dans les relations, une fois ça commence à pogner les nerfs, les gens, quand ils vivent ensemble, font Hey, j'avais pas vu ça, cette personne-là, puis ça fonctionne pas, puis tout ça, puis il y a bien du monde qui se laisse quand ils déménagent ensemble au début, des fois, quand ils sont pas faits pour aller ensemble. Puis la lune, elle donne cette belle impression-là, puis les émotions, évidemment, tout ça, mais ouais, je trouve ça intéressant. C'est beau ce que tu dis parce que justement, la lune, je trouve que c'est ce qui nous permet d'aller en intimité avec l'autre, qu'on montre pas nécessairement tout de suite. Tu sais, fait que le temps fait bien les choses, puis c'est quand les lunes connectent vraiment que là, il y a une belle harmonie dans la relation. Puis, ouais, juste les lunes, je trouve que ça aide beaucoup. Puis, un petit truc justement pour si vous êtes débutant en astrologie puis que vous voulez aller juste explorer les lunes, mais de juste regarder la lune en éléments, ça peut déjà vous parler des aspects que votre lune forme avec votre partenaire. Fait que si par exemple, toi et ton partenaire, vous avez les deux une lune d'eau, mais ça va vouloir dire que vos lunes sont en aspect de trigone, en aspect de support dans votre carte du ciel. Si vous avez une lune d'eau et une lune de terre, qui sont les deux des éléments qu'on dit yin, qu'on dit réceptifs, qui sont dans la même polarité, ça aussi, ça va se supporter par un sextile. Fait que, tu sais, déjà de savoir qu'on a des lunes dans les mêmes éléments ou des lunes dans la même polarité, ça peut nous dire que ça se supporte. Ça veut pas dire que parce que votre lune, par exemple, c'était quelqu'un qui a une lune en Gémeaux, puis l'autre qui a une lune en... Attends, là, Cancer, mettons. une lune en Poisson, mettons, Gémeaux. Les deux sont mutables. Ça fait un carré dans la carte, mais ça ne va pas vouloir dire que ça ne fonctionnera pas. Ça peut rajouter une tension. Puis on sait que dans les relations, cette polarité-là, puis les tensions, ça peut être intéressant parfois aussi. Oui, ça vient créer un peu de défi supplémentaire, là, faire bouger les choses un peu plus que quand que tout va bien puis tout fonctionne bien aussi. Oui, fait que principe de base de la comptabilité. Mercure est en rétrograde. tout va bien. Il est en rétrograde dans ma bouche. Il s'y est apparu à ce moment-là. Il est comme salut. J'adore. Compatibilité. Truc de base de compatibilité, c'est vraiment au niveau des polarités puis des éléments. Fait que terre, eau vont bien ensemble, terre, eau, eau. Et air, feu vont bien ensemble. Feu, air aussi. Puis entre les deux, ben, ça peut venir créer des tensions qui peuvent être intéressantes aussi. Oui, c'est ça. Ça l'aide vraiment, je trouve, de juste te dire, OK, si, admettons, tu connais pas bien les signes en profondeur, mais tu sais les éléments, ben, si tu sais que ton copain, ben, c'est feu, toi, t'es air, puis après ça, à la lune, lui, c'est feu, toi, c'est air, ben là, déjà, ça fait, OK, ben, ça fait du sens, tu sais, ou, moi, c'est eau, lui, c'est feu. Ça peut créer peut-être plus de défis, tu sais, puis tout ça. Fait que, non, c'est super bon, les éléments, tout ça. Ouais. Là, l'importance de regarder la carte au complet, là, je pense que tu le nommes comme ça, là, mais on peut pas juste regarder un élément. Tu vas juste voir ta lune, puis tu vois qu'il y a un conflit, puis t'es comment commencer, il y a un conflit, il me semble qu'on s'entend bien, mais après ça, le reste de la carte peut venir rattraper. Quand je fais des lectures de synastrie, il y a souvent ça, je parle de quelque chose qui les met plus à défi, puis après, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient s'inverser puis un peu le réparer, fait que ça montre la beauté justement des relations puis à quel point ça peut être complexe autant dans le relationnel que dans le côté astrologique, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis aussi de voir des fois qu'il y a des relations qui sont plus faciles que d'autres aussi dans des synastries là. Souvent c'est assez clair là. Je sais pas pour toi, mais moi souvent quand j'ai vu des synastries de sœurs, admettons, de frères et sœurs, souvent c'est quelque chose, là, des fois, dans des familles ou comme versus avec une relation avec un copain, une amitié, que c'est plus fluide, tu sais, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Vraiment, mais... juste en regardant, je trouve que justement, c'était mon prochain point. Après, ce que je regarde, les synastries une par-dessus l'autre, puis la position dans les maisons, moi aussi, je vais vers les aspects, tu sais, puis les aspects, comme tu les as nommés, des planètes que j'appelle les planètes personnelles, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars. Ouais. Je pensais pas mal ça, oui. C'est ça que je regarde un peu Jupiter puis Saturne aussi. Uranus, Pluton de façon différente, plus en conjonction. Puis moi, au niveau des aspects, je vais vraiment prioriser la conjonction. C'est comme ça que j'ai appris la lecture de synastrie, que les conjonctions sont encore plus importantes que les autres aspects parce que ça vient amener cette énergie-là de
de symbiose, comme si les deux planètes faisaient qu'un, puis qu'en même temps, ils venaient s'intensifier ensemble. Puis je serais curieuse de savoir comment tu perçois chacun des aspects. Ça tente qu'on passe au travers, comment tu viens un peu interpréter des aspects dans une synastrie. Si je te dis, par exemple, un trigone, qu'est-ce que ça te dit? Tu peux donner des exemples avec des trucs concrets, si tu veux. Les trucs, ben dans le fond, c'est sûr que trigone, hein, on sait que c'est le lien facilitant, c'est l'échange d'énergie qui se fait bien, c'est vraiment fluide. Des trigones, fait que si on prend dans la synastrie, si c'est, admettons, la Vénus d'une personne puis Mars d'une personne, ben c'est sûr que ça se fait fluidement. Fait que les plaisirs, qui est Vénus pour moi, qui est au niveau des plaisirs, vient vraiment donner un aide à Mars de l'autre planète, de l'autre personne, dans le fond, qui est au niveau des désirs, l'action et tout ça. Fait que, tu sais, ça se connecte avec ça. Fait que la personne elle a, mettons, une Vénus en bélier, qu'elle a vraiment du plaisir à l'action, à avoir un petit côté plus spontané et tout ça. Puis l'autre personne qui aurait, mettons, un Mars en Sagittaire, qui lui, ses désirs, c'est d'aventure, d'explorer, puis tout ça. Fait que cette connexion-là est facilitée parce que la personne, elle aime quelque chose qui est actif dans le feu. Puis Mars, mettons, en feu Sagittaire, fait moi aussi, je viens chercher ça, ça m'anime, ça vient me motiver. Fait que c'est fluide dans le fond, là, au niveau des trigones. Je trouve ça vraiment intéressant dans l'exemple que tu partages parce que je suis capable de comme m'imaginer la carte du ciel de dans ma tête. Puis, dans des aspects comme le carré, le trigone ou le sextile, il y a toujours une planète qui est supérieure. Fait que c'est la planète qui vient avant l'autre dans l'ordre contraire des aiguilles d'une montre, dans l'ordre des signes du zodiaque, en fait, va venir un peu supporter l'autre. Fait que dans ton exemple que tu parlais de justement je pensais du Mars en Sagittaire puis une Vénus en Bélier, il y aurait Mars qui viendrait justement supporter Vénus. Oui, Vénus va supporter Mars, mais il y a vraiment cette dominance-là qui vient s'installer. Fait qu'on peut voir que la personne qui aurait, par exemple, le Mars en Sagittaire viendrait prendre une action qui supporte le plaisir de l'autre aussi. Fait que c'est beau de pouvoir l'observer comme ça. C'est pas toujours égal. Tu sais, des fois, ça vient plus d'un côté puis ça vient plus de l'autre. C'est sûr que quand on est dans une conjonction, là, il y a vraiment cette symbiose-là, puis dans l'opposition, il y a comme une dualité entre les deux extrêmes aussi, là, mais... Ouais. Ouais, exactement. Fait que ça ressemblerait à un trigone, là, dans le fond. C'est ça. Puis si je te demanderais une opposition, tu sais, comment tu vois ça, toi, cette énergie-là entre deux planètes qui sont une face à l'autre? L'opposition, ben, tu sais, c'est sûr que l'opposition, moi, je la trouve positive et négative, dans le sens qu'une opposition, c'est le complément de l'autre, c'est l'harmonie entre les deux énergies. Oui, c'est l'opposition, moi, je pense, mettons, on prend Mercure ici dans l'opposition. Moi, je pense de telle façon, toi, t'es l'opposé de moi, tu penses de telle façon, mais en même temps, ça peut créer dans la relation d'amener le centre, d'amener l'harmonie entre les deux, puis de ramener ça. Sinon, si les deux personnes restent sur leur point, mettons qu'on a des Mercure en signe fixe, admettons ici, ça peut être plus complexe ici. Fait que, mettons, on dit, OK, la personne a le Mercure en Taureau, l'autre personne a le Mercure en Scorpion. C'est sûr que ça peut créer des petites obstinations de temps en temps un petit peu plus, tu sais, de faire moi, c'est ma vision, toi, c'est ta vision. Puis idéalement, ce serait de ramener au centre. Mais si les personnes restent chacun sur leur point, ça peut peut-être créer plus de conflits dans les discussions, plus d'animosité. Mais en même temps, c'est de voir un peu dans le reflet de l'autre aussi, veut pas, dans son une espèce de, comment qu'on dit ça, complètement extrême un peu, genre. Ceux qui a la corde. Oui, c'est ça. On se voit clairement aussi là-dedans. Tu sais, l'opposition, moi aussi, je le vois comme ça, c'est quelque chose qui est clair. Je sais que l'autre personne, elle pense vraiment différemment que moi, puis moi, je pense comme ça. C'est évident, contrairement à un carré qu'on va parler tantôt. Des fois, c'est pas toujours aussi clair dans les aspects. Tu l'amènes comme ça parce que justement, quand tu le regardes dans la perspective de la carte du ciel, souvent les aspects anciennement étaient basés là-dessus. Si les planètes sont capables de se voir une et l'autre, de l'avoir directement en face, il y a cette énergie-là de comme, c'est dans ma face, ça vient me tuer, ça vient m'activer, puis il y a comme cette énergie-là. Je trouve ça drôle que t'emmènes, mais tu parles de Mercure. J'adore parce que, bon, la communication, c'est vraiment la base dans une relation. Fait que déjà là, quand il y a une dynamique de communication, on peut mieux comprendre la relation envers l'autre. Puis ton exemple avec les signes fixes, je la trouve vraiment miam, là. Genre, c'est exactement ça. Les deux des Mercure en signe fixe. C'est ça. Souvent, je vais pas vendre le punch, là, mais c'est l'exemple qui m'est venu. Je sais pas pourquoi. Fait que, tu sais, c'est de là l'importance de aussi regarder la modalité des
signes dans lesquels les planètes se trouvent, tu l'as mentionné avec l'énergie fixe, il y a quelque chose d'être justement d'être fixe, de pas nécessairement changer les choses, tandis qu'il va y avoir cette énergie-là de transformation qui va venir dans les signes qu'on appelle mutables, donc Vierge, Poisson, Sagittaire, Gémeaux. Les signes fixes, c'était Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Et il y a les signes cardinaux aussi qui sont Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Ouais, OK. Parce que je les nomme toutes au cas où vous les connaissez pas. Puis justement, cette énergie-là vient un peu nous dire comment le signe va s'incarner dans son élément. Fait que quand on parle de fixité, de signe fixe, par exemple, tu donnais l'exemple de Mercure en Taureau versus Mercure en Scorpion. Je pense qu'il y en a un qui va être Mercure en Scorpion, va être fixe dans l'élément de l'eau, donc fixe dans ses émotions. Puis le Mercure en Taureau va être fixe mais dans l'élément de la terre, fait que fixe dans comme la réalité concrète. Fait que c'est comme mes émotions versus qu'est-ce qui est là concrètement ou qu'est-ce qui est dans les ressentis de ton corps peut-être aussi. Fait que d'observer la dualité dans une opposition entre les éléments peut nous en dire beaucoup sur la dynamique relationnelle, justement aussi. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'il va y avoir une facilité de s'adapter au changement avec les signes mutables, puis peut-être une énergie d'initiative aussi avec les signes cardinaux. Fait que, ouais. Je m'en vais partout dans ce segment. On parler du carré. Le carré. Le carré, c'est ça. C'est si, mettons, on le fait comme on a dit tantôt, l'opposition, c'est plus clair. C'est évident. Bon, l'autre personne est plus fixe sur ces choses, admettons, dans sa façon de penser. Mais là, ici, le carré, c'est un peu comme de faire ah oui, hein, t'es comme ça, mais il me semble, je vois pas aussi clairement. Tu sais, c'est comme dans des situations ou quoi que ce soit. Fait que, mettons, j'essaie de trouver un exemple. Mars, ça serait quand même un bon exemple pour ça, je pense, là, au niveau de l'action. Fait qu'admettons, ici, on aurait un Mars, ça c'est bon, ça, je viens de trouver un bon exemple. Un Mars en Capricorne versus un Mars en Balance. OK? C'est assez différent, merci. J'ai une amie qui a ça avec son copain et au niveau de l'action, c'est assez différent. Fait que là, on est dans les deux dans des initiations au niveau du cardinal, mais on a la Terre du Capricorne, on a l'air de la Balance, qui est déjà là dans des éléments que c'est pas très fluide. En général, l'air, c'est plus, mettons, Mars en Balance, c'est j'ai un désir d'harmonie, j'ai un désir de créer des relations, d'avoir cette fluidité-là, de la paix, que ce soit égal toi et moi et tout ça. Puis il y a le Mars en Capricorne qui est comme, hey, j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin de projets, j'ai besoin d'être drivé, j'ai besoin d'être motivé par des projets communs. Fait que là, ici, c'est un petit peu comme, il y en a tout un qui peut dominer l'autre aussi, puis créer plus de conflits aussi. Puis là, ici, dans mon exemple, en plus, il y avait Mars en Balance qui ne veut pas de conflit dans ses actions, vraiment pas. Puis Mars en Capricorne qui est un petit peu plus dur, un petit peu plus froid, un petit peu plus direct dans ce qu'il désire, puis il veut tout le temps désirer un pas de plus, puis il est jamais satisfait, veut pas. Fait que ça peut être quand même un bon challenge, les carrés, c'est clair. Fait que c'est un petit peu plus challengeant qu'une opposition en général, là. Je trouve ça intéressant, tu sais, que l'astrologue traditionnel en moi est allumé par cet exemple. Justement, Mars en Capricorne, c'est Mars qui est exalté, fait qu'il est capable d'agir, il est comme dans son plein pouvoir, puis Mars en Balance, ben c'est Mars qui est en détriment, fait qu'il est comme pogné dans quelque chose qui est stock, puis là, on parle de deux signes qui sont évidemment de même la même modalité, parce que dans tous les carrés, les signes vont avoir la même modalité, fait qu'on parle d'une modalité cardinale, fait que j'ai l'impression que dans les deux côtés, il y a quand même un désir d'initier quelque chose, mais d'initier quelque chose qui est dans un élément différent, tu sais. Un qui est plus dans les projets concrets, tu parlais avec le Capricorne, tu sais, avec l'élément de la Terre, puis un qui est plus dans le désir de connexion avec l'autre, puis le désir d'harmonie avec l'autre, puis d'initier justement cette connexion-là. Fait que c'est ça que ça vient. L'air et la Terre sont des polarités différentes, mais peuvent s'incarner différemment. Puis l'énergie du Capricorne, je la trouve tout le temps spéciale, justement, dans le Yang. Mais elle a une énergie yin aussi. C'est une énergie yin, tu sais, le Capricorne de la Terre. Fait qu'elle a quand même un yin. Justement, c'est l'exaltation de Mars et tout ça. Fait que, vraiment. C'est quelque chose. Ensuite de ça, il y a aussi le sextile qu'on peut avoir en deux planètes, qui est comme un aspect de support un peu plus petit. Comment tu le perçois, celui-là, toi? Oui, ben le sextile, c'est comme un échange d'énergie qui supporte l'autre, tu sais, qui vient vraiment comme aider l'autre et tout ça, cet échange-là, contrairement au trigone qu'on avait tantôt, qui est beaucoup plus facile, que ça se fait fluidement, puis on n'a même pas besoin de faire d'efforts. Ici, le sextile, c'est comme
tu veux aller là, tu veux créer ça, tu veux créer cette relation-là, ben, fais juste donner juste un petit peu plus d'effort, puis tu vas l'avoir. Tu sais, supporte-moi là-dedans. Puis, mettons, ici, mettons, j'aimerais donner un exemple. Ça pourrait être, bon, on va parler des soleils. Je peux parler des soleils. Fait que, mettons, je vais me prendre en exemple, soleil en Sagittaire, mon chum, soleil en Balance. Ben, ici, c'est se supporter là-dedans. Fait que feu et air. Fait que c'est toujours aussi dans l'énergie qui se mélange bien. Fait que feu, air, terre et eau aussi dans le niveau des sextiles. C'est de se supporter dans nos buts, nos objectifs, ce qu'on veut. Imitons ici au niveau du soleil, puis de pouvoir créer cette incarnation-là, puis ne pas effacer l'autre aussi. Là, on se combat pas là-dedans. Tout ça, c'est de supporter dans ce qu'on veut chacun, qui est quand même différent. Sagittaire, Balance, on ne veut pas la même chose, mais on vient se compléter à quelque part, on vient chercher quelque chose. Fait que, mettons, Sagittaire voudrait de l'aventure, de l'exploration, se connaître, puis la Balance ferait OK, tu veux ça? Ben moi aussi, je vais vouloir apprendre plus à me connaître, je vais te suivre là-dedans, je vais m'adapter aussi, balance un petit peu plus dans l'air, mais je veux créer une relation avec toi, je veux qu'on crée cette connexion-là ensemble. On peut-tu explorer notre relation aussi ensemble, tu sais? OK, parfait, supportons-nous là-dedans, tu sais. Fait que on vient se rejoindre un peu plus, là, comme ça. Ah, je trouve ça beau, tes exemples, j'adore. Je suis vraiment contente que tu sois là avec nous parce que tu es vraiment bonne pour nous faire des belles images. Fais Puis des images, ouais. j'aime comment tu l'as nommé aussi, le fait qu'il y a un effort, puis c'est souvent quelque chose je pense qu'on pense de la même façon quand on compare le trigone puis le sextile. Pour moi, il y a quelque chose d'inconscient dans le trigone, comme c'est facile, c'est naturel, mais avec le sextile, c'est comme un support qui est conscient. Tu saisis l'opportunité, tu décides de prendre ce support-là, tandis que avec le trigone, il est plus là de façon naturelle. Fait que tu sais, quand tu fais une synastrie pour deux personnes, puis qui ont un sextile, puis qui ont l'opportunité de se supporter, mais qui le font peut-être pas parce qu'il y a un autre aspect qui vient créer justement quelque chose d'autre, un conflit peut-être, ben c'est de juste nommer ça, ça peut être intéressant parce que tu sais, le support, il est là. Fait qu'il faut juste. C'est ça. Puis, tu sais, dans la synastrie, si prenez rendez-vous avec une astrologue, juste comme ça, mais tu sais, d'aller chercher cette information-là, puis d'en être conscient, mais après ça, c'est de pouvoir travailler mieux sur la relation, puis d'aller chercher tous ces liens-là pour créer une belle relation. Ça peut être cool. Exactement. Tu sais, puis même quand on a une belle relation, de venir faire, comme tu disais, faire une rencontre avec une astrologue. En tout cas, je sais comme ça. On faisait une la semaine passée, puis les deux personnes, ce qu'ils m'ont dit à la fin, c'était qu'on a abordé des sujets qu'on n'aurait pas abordés si on n'avait pas eu cette rencontre. Il y a des choses que l'astrologue va sortir ou que la carte du ciel va te montrer que tu n'aurais pas nécessairement observé dans ta relation parce que ça vient pas naturellement, puis que là, tu as la chance justement de mettre en lumière. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Oui, parce que l'astrologie, c'est de la thérapie, hein? C'est une forme de psychologie aussi, veut pas. Fait que là, d'aller faire ta synastrie avec ton chum, ta blonde, peu importe qui, ta mère aussi, là, puis d'aller chercher de l'information là-dedans. Je pense que c'est Mademoiselle Lily Astro qui dit tout le temps, quand tu prends rendez-vous avec une astrologue, c'est comme si tu avais trois séances de thérapie déjà faites, tu sais. Ben, c'est la même chose avec ta relation, là. Il y a beaucoup de choses que tu vas aller chercher, puis avoir des discussions, puis ouais. Ouais, moi, je t'avoue que j'ai de la misère à le nommer comme ça, dans le sens que moi, j'ai de la misère à m'incarner là-dedans. Dans mes lectures de carte ciel, je dis souvent, justement, je donne pas de conseils. Moi, je sais pas si toi, tu donnes des conseils, toi, dans tes synastries? Des conseils, je sais pas si je pourrais le dire comme ça. Je pense que j'amène des choses avec les évidences des signes aussi. Moi, je sais pas comment tu fais tes rencontres, mais moi, j'ai de la misère à dire, voici la façon dont tu es. Moi, c'est plus, je parle du signe. Je te dis, Vénus en bélier, crée ça. Prends ce que tu veux, prends ce que tu t'appartiens pas. Tu vois comment ça te représente, mais comme, c'est ça. Fait que, mettons, dans les synastries, ce serait la même chose, là. Tu sais, ça serait de dire, ben, le signe, toi, tu peux l'incarner comme ça, puis toi comme ça, puis de voir, ben, la différence, tu sais, dans ça, puis de pouvoir créer, que eux ils créent la discussion après la rencontre. C'est plus que du conseil, mettons. Oui, c'est ça que, je suis plus d'accord maintenant parce que c'est ça. Je m'incarner en tant que thérapeute, non pas en tant que non. C'est comme si on est celles qui viennent dévoiler les pistes, puis après ça, ben prends ça pour toi, puis fais ce que tu veux avec. Tu montres à observer, en fait. Je pense que c'est Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment ascendant Gémeaux, là. Fait que je suis vraiment comme quand j'ai une rencontre en astro, je te donne l'information, deal with that. Puis, tu sais, j'ai un Mercure en Capricorne aussi. Fait que je suis pas là pour te faire une séance de thérapie avec toi, là. Je sais pas comment gérer émotionnellement dans notre discussion. Fait que, comme, deal avec tes affaires, puis sois autonome dans ce que tu viens d'apprendre. C'est un peu comme ça. Exactement, j'adore.
Fait qu'on a parlé pas mal des aspects. Je dirais, on n'a pas parlé de la conjonction. Toi, comment tu la vois? Parce que Ah, tu parlais un petit peu plus tôt, mais toi, comment tu l'observes? J'imagine que ça doit être similaire. ouais, ben la conjonction, c'est vraiment comme ça s'allie ensemble, ça crée vraiment une connexion, ça s'associe là, vraiment les deux planètes. Fait que c'est sûr que la conjonction, moi je la vois toujours, elle est comme un peu l'opposition. Elle est positive, mais elle peut être vraiment négative aussi. Si on a deux Mars conjoints dans une synastrie, ouf, tu sais, c'est comme toute l'affirmation de soi dans l'autre et l'autre personne, puis que ça peut Mars, c'est le combat aussi, fait que ça peut créer un petit peu plus de Mhm. comment je peux dire, de pas de chicane, mais tu sais, un petit peu plus de conflit, veut pas à cause de ça, mais en même temps, si on s'associe puis on n'essaye pas de se piler l'un sur l'autre, ben on peut créer vraiment quelque chose de fort ensemble puis de créer nos objectifs communs aussi parce que c'est associé puis on a les mêmes aussi. Mhm. Fait que ça crée vraiment comme une énergie similaire, veux pas la conjonction là à travers l'énergie qui s'échange, mais ça dépend des planètes là, tu sais, une association Mars et Pluton en conjonction dans des synastries, ouf, C'est aussi, tu ça. sais. Ouais. J'aime que tu amènes l'idée que justement une conjonction, c'est pas nécessairement toutes des papillons puis des arcs-en-ciel. Tu sais, ça peut être difficile. Mhm. Puis si je peux emmener ma perspective d'astrologie traditionnelle, c'est que pour les personnes qui sont nées de jour, un aspect avec Mars va être plus difficile. Pour les personnes qui sont nées de nuit, un aspect avec Saturne va être plus difficile. Pour les personnes qui sont nées de jour, un aspect avec Jupiter va être wow. Et pour les personnes qui sont nées de nuit, un aspect avec Vénus va être wow. Fait que ça peut être déjà, en connaissant ce concept-là, qui est le concept des planètes bénéfiques, maléfiques, ça peut donner aussi plus d'informations sur quel genre d'énergie cette conjonction-là porte, puis aussi de voir le signe dans lequel elle est. Fait qu'on en a parlé un petit peu plus tôt là, de Mars qui est exalté en Capricorne, puis Mars qui est en détriment. Si on a une conjonction entre deux Mars en détriment, ça peut être plus difficile. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les conjonctions, c'est pas toujours, dans les synastries, c'est pas toujours le même signe non plus, là. Fait que ça peut être un autre défi au niveau de l'élément, du mode, puis tout ça. Fait que, ouais. Mais autant que ça peut vraiment être positif aussi, par rapport à ça, là. Mm. Puis avant qu'on se dirige dans nos petits exemples, Mhm. j'aimerais savoir un peu comment tu vois chacune des planètes personnelles. Tu sais, si on parle de Soleil, Lune, Mercure, on a parlé un peu de Mercure quand même, Mercure, Vénus, Mars, c'est comment tu ressens leurs énergies quand tu les lis en synastrie? Qu'est-ce que tu veux dire comme comment je le définis dans les synastries? Ouais. Ben, c'est ça, le soleil, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment je sais que pour moi, ça, c'est différent de toi dans ton astrologie. Pour moi, admettons, l'ascendant, moi, c'est vraiment notre personnage, notre personnalité, ce qu'on a envie de dégager puis de montrer à quelqu'un. Contrairement au soleil, pour moi, c'est c'est vraiment l'identité profonde de la personne. Ouais, c'est ça. Ce serait comme la différence entre toi et moi à ce niveau-là. Parce que le soleil, c'est un peu, moi, je l'explique comme c'est le centre de notre personnalité, c'est notre tout, puis tout tourne autour de ça. Fait que pour moi, c'est de savoir, le soleil, c'est ce que je veux et c'est ce que je sais de moi. Je sais que je suis comme ça, je m'incarne comme ça. Fait que le soleil, ce serait ça. Puis dans la synastrie, ben, c'est de savoir qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce que toi tu veux. La lune, c'est vraiment l'énergie au niveau de la maison, la famille, les émotions, les besoins. Fait que c'est de savoir aussi, ben moi quand je vis des émotions, mes besoins sont comme ça versus toi, c'est quoi tes besoins, comment tu vis tes émotions, puis vraiment l'énergie à la maison, super importante, surtout quand tu vis avec la personne, fait que ce soit avec la famille, que ce soit même avec des colocs, que ce soit avec ton chum, ta blonde, peu importe. Ensuite, mais Mercure, c'est vraiment la communication, mais c'est aussi les idées, puis qu'est-ce qui m'intéresse. Fait que, tu sais, si tu as un Mercure vraiment différent de l'autre personne dans la relation, ben ça se peut que tes discussions, ils soient comme un petit peu challengés à ce niveau-là. Tu sais, moi, j'ai des intérêts dans ce sens-là, puis toi, tu as d'autres intérêts. Fait que peut-être que les discussions, il y en aura moins, mais contrairement à que tu as un Mercure, quelqu'un qui a Mercure en Sagittaire, puis l'autre personne a un Mercure en Sagittaire aussi, if, ça va philosopher longtemps, puis ça va parler des choses en commun, tu sais. Mm. Après ça, on a parlé de Vénus. Fait que Vénus, ben, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui m'attire aussi. Fait que, au niveau de la relation, ce que je trouve super intéressant souvent, c'est le positionnement de Vénus avec l'ascendant de l'autre personne. L'échange dans la synastrie, souvent, on va trouver la personne d'elle, on va être attiré vers elle. Souvent, les relations, c'est ce que j'ai remarqué,
c'est pas surprenant mettons, une Vénus en Scorpion avec quelqu'un qui est ascendant Scorpion. Ça peut fitter souvent parce que on est attiré, puis c'est ce premier contact-là. Faut que je fasse en même temps, ça fit beaucoup à ce niveau-là. Puis c'est ça, qu'est-ce qui me fait plaisir aussi. Puis même les finances, hein, quand tu es en couple, là, Vénus, on gère pas nos finances souvent, ça peut créer des conflits. Ça peut être intéressant d'aller voir l'information là. Et Mars, bien évidemment, c'est sûr que le gros point, le fun, c'est sûr que c'est motivation, l'action, oui, mais la sexualité dans Mars au niveau d'une relation de couple, c'est sûr qu'avec papa, maman, c'est différent. Mars, c'est d'autres choses, mais Mars aussi, ça va me donner beaucoup de qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'excite aussi avec Mars au niveau de la relation. Qu'est-ce qui me fait réagir puis qu'est-ce qui me fâche? J'aime ça. Ouais. C'est intéressant de savoir que ce qui va te fâcher est aussi ce qui va te turner on. Oui, c'est ça. Ça, c'est bizarre quand tu penses à ça. Oui, ouais. Des fois, l'amour et la haine. Oui, ouais, je peux comprendre. J'ai une Vénus en Scorpion, je peux comprendre l'amour et la haine. Ouais. Merci pour ta perspective des planètes. Je trouve ça intéressant parce que ça me rejoint beaucoup plusieurs choses que tu partages. Ouais. Quand tu partageais le soleil, tu disais qu'on avait une vision différente, puis tu parlais du soleil comme étant quelque chose que l'on veut, puis moi aussi, c'est ça que je vois. Je vois vraiment que c'est comme notre volonté, qui on a envie d'être, puis aussi, quand tu parles que c'est relié à l'identité, puis là, je pense que ça tombe un peu dans toutes les questions philosophiques, un peu de l'astrologie, qu'est-ce que l'identité, puis qu'est-ce que... Ouais. Parce que moi, le soleil, je le relie beaucoup à l'âme, mais en fait, est-ce qu'on est notre âme, tu sais? Oui, c'est ça. On pourrait parler de ça longtemps. Après ça, je sais que je pense que c'est l'astrologie évolutive, c'est plus le positionnement lunaire qui fait référence à notre âme puis notre ancienne vie. Puis quand même, là, mais... Il y a plein de courants astrologiques, c'est beau de le voir comme ça, mais je pense qu'on a quand même une vision globale similaire. Tu sais, le soleil est un peu notre volonté, notre ambition, comme qu'est-ce qu'on veut, qui qu'on veut être, qui qu'on est. La lune qui est les besoins émotionnels, l'intimité, Vénus qui est comme la façon d'aimer, le type de relation qu'on cherche, le plaisir, tu l'as nommé aussi, Mars, énergie sexuelle, réaction, fait que tu sais, il y a comme plein de pistes à retrouver à travers ça. Fait que je serais curieux. Petit détail avant qu'on aille vers autre chose, je m'étais noté quelque chose parce qu'il y a autre chose que je regarde, moi, dans une perspective traditionnelle de la synastrie. Puis ce que je vais aller voir, ça va être ton maître relationnel puis ton maître sexuel. Tout dépendant des besoins de la personne. Si la personne veut plus au niveau relationnel, on va avoir le relationnel. Puis si on veut aller explorer la sexualité, je vais aller voir ça aussi. Fait que ça part vraiment des maisons. En astrologie traditionnelle, on utilise beaucoup cette technique-là. Je pense que j'ai fait un épisode là-dessus, la technique du système de maîtrise. Si vous voulez aller voir, je ne sais pas c'est quel épisode. Je le mettrai dans la barre d'infos. Mais c'est vraiment cette idée qu'on prend une maison dans la carte du ciel qui a une certaine thématique, puis qu'en ayant voir la maison qui la planète qui gouverne cette maison-là, ça va pouvoir nous donner plus d'informations. Fait que par exemple, la maison qui gouverne les relations dans la carte du ciel, c'est la maison 7. Si, par exemple, moi, j'ai ma maison 7 en bélier, la planète qui gouverne le bélier, ça va être Mars. Donc, je vais aller voir mon Mars dans ma carte du ciel. Fait que mon Mars est en Gémeaux, maison 9. Fait que mon Mars en Gémeaux, maison 9, viendrait représenter les relations dans ma vie. Fait que quand je fais une analyse de synastrie, je vais aller voir la planète relationnelle de chaque personne. Je vais aller voir les aspects qui créent ensemble, puis comment leur chemin de vie relationnel viennent se rencontrer. Puis même chose pour la planète sexuelle, je vais aller voir le maître de la maison 5. La maison 5, pour moi, c'est la sexualité. Puis en regardant les deux maîtres sexuels, mais je vais pouvoir voir comment les personnes, leur chimie sexuelle vont s'incarner concrètement. J'ai l'impression que quand on regarde les planètes personnelles, Soleil, Lune, Ascendant, Vénus, Mars, comme on vient de parler, dans leurs énergies globales, ça nous parle de notre... qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur, comment on se sent, puis tout ça. Mais quand on va voir les maîtres planétaires, c'est comme concrètement, c'est quoi dans ta vie? Il y a beaucoup ça avec l'astrologie traditionnelle, dans l'énergie un peu prédictive, mais en même temps en mode observation. Fait que il y a ça aussi que je rajouterais, que je regarde. Oui, ça peaufine quand même. Là, ça vient donner encore plus de précision dans ça, je pense, là, d'aller rencontrer la maîtrise, tout ça, c'est vraiment intéressant, ouais. On va voir les tiens tantôt, je suis curieuse. Oui, OK. C'est une question vraiment random qui vient de me popper, là, c'était pas dans notre structure, mais j'aimerais que tu me nommes un red flag dans une synastrie, un green flag, un aspect entre deux planètes peut-être, comme qu'est-ce que tu dis, green flag, red flag? J'aime ça. OK, écoute, green flag, je dirais, puis là,
je vends le punch un peu, là, mais moi puis mon chum, on a ça dans notre synastrie. Mais un green flag, c'est sûr que quand que je vois des aspects Vénus-Saturne, je trouve personnellement que c'est assez positif. Ça semble être, mettons, pas vraiment relation de couple. Je trouve que c'est un green flag. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est la relation. Saturne, c'est le long terme. Fait que je trouve que ça peut être, ouais, vraiment un bon lien à avoir dans une synastrie. Puis un red flag, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, je l'ai dit tantôt, mais un bon Mars conjoint Pluton, là, je te dirais que c'est assez intense, merci. Genre de l'affirmation, l'action, le combat qui vient s'allier avec la planète de l'autre personne qui est la transformation, le pouvoir, la purge. Fait que là, c'est intense, tout ça. Fait que c'est pas nécessairement, encore là, ça dépend. Tu sais, tout peut être positif, négatif, là, mais je pense que ça pourrait être de dire je verrais ça comme un petit red flag de faire, ouais, ça va être, il va y avoir des petits challenges, tu sais, c'est pas nécessairement, tu peux pas être avec la personne aussi, ça, c'est intéressant aussi de le mentionner, je pense, là, que les synastries, il y en a pas des bonnes, qu'il y en a pas des mauvaises, hein, on peut avoir n'importe quelle relation, que ce soit difficile, plus facile. Ça veut pas dire que t'es pas faite prête avec cette personne-là. Mais ouais, vite comme ça, c'est sûr que tu me prends rapidement. Ouais, Fait que je pense que ça serait ça. je pense que c'est une très belle réponse, puis ça nous donne un peu comment qu'on peut regarder une synastrie. Justement, je pense qu'avec Pluton, il y a souvent des dynamiques de pouvoir. Puis Ouais. c'est intéressant parce que Pluton bouge tellement lentement que, tu sais, toi, j'imagine que tu dois avoir Pluton en Scorpion aussi. Ouais. Ouais, t'as Ouais, Pluton ouais, en ouais. Scorpion, moi aussi. Fait que ça fait que toutes les personnes qui auraient un Mars en Scorpion seraient sujettes à créer ça chez nous. Fait qu'il y a quand même un Mhm. grand bassin, là. C'est pas comme ça vous empêche pas d'être en relation. Fait que Ouais. comme ça qui t'emmène qu'il n'y a pas de mauvaise synastrie. Puis quand tu as quelque chose qui est plus difficile, ben tu as toujours quelque chose qui vient contrebalancer. Puis autre truc, puis ça, c'est ce que je voulais te dire avant qu'on commence l'enregistrement, mais que je me suis dit ça peut être intéressant pour les auditeurs. Quand vous analysez une synastrie, Google ou les livres ne sont pas Ah, meilleure référence. Si par exemple, juste avant d'enregistrer, j'ai été écrire soleil, carré, lune, juste pour vous donner un exemple du genre de choses qu'on peut voir. Puis, ce que ça me disait, c'était la personne du soleil peut être contrôlante, dominante, égoïste et centrée sur elle-même, c'est ça, là. tandis que la personne binaire va être plus émotionnelle et délicate. Avec ça, on a juste soleil, carré, lune. On n'a pas les signes, on n'a pas les maisons, on n'a pas Ouais. la carte. Fait que les livres de synastrie, je t'avoue que j'ai la misère d'en trouver des bons. Moi, j'en ai pas, j'ai pas de référence pour ça, là. T'en as-tu trouvé, toi? Intéressant? Il y en a un, il est assez, ben, pour entrer, je m'en allais dire, il est basic, il est pas du tout basic, là. Si vous connaissez pas la synastrie, ça peut être super intéressant. C'est le livre de Stephen Forrest. Mm. Je me souviens pas le nom, là, mais c'est sur la synastrie, la relation. Fait que C'est pas ça trop peut être. intense dans ses prédictions, parce que je trouve que c'est ça. Des Ouais. fois, je trouve que ça a l'air vraiment précis, comme s'il n'y a pas de fluidité dans l'interprétation quand on check des petits. J'appelle ça un peu des livres de recettes d'astrologie, de cookbook, un peu, que tu as toutes les Ouais. prédictions toutes préfaites. Mais Soleil, carré, lune, ça peut être tellement de choses si tu la vois à travers les différents signes et les différentes maisons, là. Oui, c'est ça. Internet, astrologiquement parlant, ça manque de nuances énormément, là. Tu sais, comme faut vraiment aller voir beaucoup plus de choses. Si, mettons, tu lis sur Internet une Vénus en Scorpion, c'est genre, vous aimez tellement passionnément que vous détestez l'autre, vous Oui, voulez son corps et vous associez à lui, là. Tu sais, comme, on se calme, là, genre, wow. Tu sais, ça peut être too much des fois, là. Fait que, féministe, là, je trouve ça ouais. super intéressant. Donc, ben, on avait peut-être, j'aimerais ça qu'on fasse peut-être des petits exemples d'aspects planétaires, de combinaisons de planètes et de comment ça peut se présenter dans une synastrie. Est-ce que tu as quelques exemples pour nous? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir au niveau des exemples? Ben, des exemples de Vénus et Mercure, admettons, des liens entre ça. Ça peut être intéressant au niveau de vouloir amener la discussion sur des choses qu'on aime, puis créer cette relation-là dans les deux planètes. Fait que aussi d'amener l'intellect dans la relation, aussi des discussions harmonieuses avec Vénus aussi, puis tout ça. Fait que là, ici, ce serait dans des bons aspects. Si c'est dans des mauvais aspects, ça peut créer peut-être plus des difficultés
difficultés au niveau de qu'est-ce que l'autre aime versus qu'est-ce que l'autre l'intéresse, puis de faire comme, ah, pourquoi toi t'aimes ça, mais moi je pense comme ça. Fait que, tu sais, ça peut créer des petits conflits à ce niveau-là. Fait que ça serait avec Mercure, Vénus. Tu sais, c'est sûr que les aspects avec, mettons, Pluton, il y aurait beaucoup de domination, de pouvoir, mais aussi de transformation, de profondeur. S'il y a des aspects, mettons, un aspect avec, on reprend Vénus ici, facilité avec Pluton, ben, crime, c'est une relation qui te transforme. Si tu as terminé cette relation-là, tu peux n'être plus la même personne ou qu'est-ce que tu aimais avant a complètement changé ou est vraiment comme c'est mort pour renaître, là. Tu sais, ce que t'aimais avant, ce n'est plus là, puis l'autre personne t'a amené tellement à ce niveau-là, ça peut être au niveau de tes valeurs, au niveau de comment tu gérais ton argent, que ça l'a transformé ça, tu sais. Fait que ça après ça. Je sais pas si toi, t'en as Ben oui, mais tu sais, quand tu dis Ouais. justement, quand j'ai cette idée-là, quand tu dis, ah, cette personne-là a transformé ma vie, ben c'est souvent ça, les aspects avec Pluton, puis Ouais. on dirait qu'il y a plein de choses que je veux partager en même temps, mais je vais te partager mes petits exemples que j'avais préparés. Bon, Oui. on s'imagine un soleil conjoint à la lune. On peut s'imaginer qu'il y a une harmonie. Fait que si, par exemple, toi, tu as ton soleil puis que la personne a la lune dans le même signe que ton soleil, il peut y avoir une harmonie entre les ambitions qui sont représentées par le soleil puis les émotions qui sont représentées par la lune. Fait que tout ça, ça vient s'intégrer ensemble. J'ai noté aussi Mercure carré Saturne qui peut amener un certain défi dans les communications. Ah Saturne, ouais. c'est une planète qui est de limitation, qui est une planète aussi très rigide. Fait que parfois, je le vois, Saturne, carré Mercure, que c'est comme peut-être une critique de l'autre, être un petit peu, avoir des attentes élevées envers l'autre, puis être rigide envers Ah, l'autre tout à à travers fait. sa communication. Ouais. Vénus, carré Mars, je trouve vraiment intéressant parce que pour moi, c'est autant du conflit que de la tension sexuelle à l'état C'est bon, ça. le yin et le yang qui viennent se joindre ensemble. Fait un aspect de carré, c'est un aspect de conflit, mais parfois, cet aspect-là peut créer une belle tension. Soleil, Trigone, Jupiter, ça, je trouve ça tellement beau que si j'avais à nommer justement un green flag, ça en serait un pour moi parce que Ouais. il y a vraiment une compatibilité au niveau de l'expansion puis de la connexion spirituelle puis de comment qu'on fait du sens de la vie puis ce qu'on veut dans notre vie aussi. Ça peut être des objectifs similaires aussi puis ça peut être aussi un support qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Puis sinon, ben, Mercure conjoint Saturne, je parlais de Mercure carré Saturne qui crée un conflit, mais quand ils sont les deux ensemble, j'ai l'impression que ça peut créer une communication qui est vraiment sérieuse, puis un certain partage dans les responsabilités qui sont représentées par Saturne pour les deux partenaires. Fait que ça, c'est des petits exemples. Puis il y a une autre question qui m'a popé à travers ça. Je voudrais savoir si tu vois des liens karmiques, toi, de vies antérieures quand tu lis les cartes. Est-ce que Ouais, ben dans ce que j'ai étudié, je pense que je me souviens plus, mais il me semble dans le livre de Stephen Forrest, il le mentionnait ça au niveau du karma, mais quand tu as des planètes dans la maison 12 de l'autre personne, ça, souvent, c'est la maison 12 fait référence à la fin du cycle, mais aussi la spiritualité. Puis, il y a cette maison-là, je sais pas si toi, tu avais remarqué ça, mais je trouve que quand tu as quelqu'un qui touche à ta maison 12 à toi, c'est une personne qui s'ouvre énormément. Puis, c'est le genre de personne qui va te dire, mais je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais comme, je sais pas, je me suis ouvert à toi. Puis, on dirait que c'est vraiment une maison qui vient vraiment créer comme une espèce de... Je sais que c'est la maison de retrait de la solitude puis tout ça, là, mais c'est comme si toi puis cette personne-là, vous êtes intimement liés, mais comme à un autre niveau. Parce que la maison 8, qui est comme l'intimité aussi, puis tout ça, mais la maison 12, c'est comme si l'âme se rencontrait avec l'autre personne, puis tout ça. Fait que maison 12, ça peut être du karma. Maison 8 aussi, ça peut être quand même du karma avec l'autre personne en général. C'est une maison de profondeur, de transformation. Ça peut être beaucoup d'intimité aussi entre l'autre personne. Puis c'est sûr des aspects avec le nœud nord. Moi, je trouve que ça peut amener aussi du karma au niveau des relations qui seraient de relier peut-être d'autres vies antérieures, mais ça reste que quand même, il y a comme cet échange-là au niveau du karma avec des aspects avec le nœud nord. Ah, c'est donc bien intéressant ce que tu partages par rapport aux maisons. Puis, tu sais, moi, je rajouterais aussi la maison 4 là-dedans. Pour moi, il y a quelque chose de très passé, très racine, très karmique aussi dans la maison 4. Ça résonne ce que tu dis avec la maison 12 parce que, justement, je trouve que la maison 12, en étant reliée à l'inconscient, les personnes qui viennent activer cette énergie-là dans ta vie, c'est comme des personnes qui viennent sortir de toi des parties qui sont inconscientes. Puis, il y a comme cette connexion-là qui se crée dans l'invisible. Tu sais, moi, j'ai un stellium en vierge en maison 12, fait que j'ai cette énergie-là, mais toutes les personnes qui ont l'énergie de la vierge, c'est des personnes avec qui je connecte profondément puis qui ont accès à une partie de moi
que je ne montre pas à tout le monde, tu sais. Fait que, il y a ce côté-là, je pense, avec la maison. Ouais, c'est vraiment particulier. Puis comme même si l'autre personne, inversement aussi, qui touche ce thème-là, va vraiment s'ouvrir à toi beaucoup plus. Là, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, des personnes que ça tombait dans ma maison. Moi, ma maison 12 est en taureau, puis que leur lune tombait dans ma maison 12. C'est le genre de personnes qui disaient, hey, je m'ouvre émotionnellement à toi, mais je sais pas pourquoi, tu sais, je sais pas. C'est comme si je suis à l'aise. Puis moi, je me dis juste, ouais, ouais, ta lune est dans ma maison 12, mais c'est correct, là. C'est ça. Ouais. J'avais jamais pensé, fait que merci de m'apporter ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, au niveau des placements aussi, t'en parlais des nœuds lunaires. Pour moi, les nœuds lunaires, tu sais, ils ont... C'est complexe, les nœuds lunaires. Oui. Tout ce qui est une conjonction avec le nœud sud, pour moi, c'est une relation Ah oui. de vie passée. Ouais. Quand tu as une conjonction avec le nœud nord, pour moi, c'est que cette personne-là devait faire partie de ta vie dans cette vie-ci, qu'elle fait partie de ton chemin, de vers quoi tu es appelé, de vers quoi tu es attiré. Moi, j'ai mon nœud nord en Sagittaire, puis toutes les personnes vers qui j'ai été attirée dans ma vie, il y avait toutes du Sagittaire. Pour moi, le nœud nord, tu sais, je dis souvent, je le relie à Raoult Ketu, qui était le dragon qui avait une soif d'immortalité. Fait que c'est comme s'il y a une soif dans le nœud nord, comme j'ai soif de ça. Fait que de regarder ton nœud nord, puis de regarder les personnes qui ont ce signe-là, peut-être que ça va éveiller ta soif. Ah ouais, tellement, tu me dis ça, puis moi, le lunaire il est en scorpion, puis je suis vraiment attirée vers les scorpions, mais il faut savoir que j'ai une Vénus aussi en scorpion, là, mais quand même. Aussi, il y a des choses en scorpion. Oui, il y a un stellium en scorpion, moi aussi d'ailleurs, là, fait que oui, c'est quand même, ouais, on vient se rejoindre sur beaucoup de points à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant. Puis rapidement, tu sais, avant qu'on s'en aille dans nos exemples, je pense que ça va être un plus long épisode que d'habitude, mais je pense que c'est vraiment intéressant, fait qu'on peut continuer. Yes! J'aimerais ça qu'on passe peut-être à travers parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, moi, les conjonctions en synastrie, puis peut-être à travers chacune des planètes, puis voir quel genre d'énergie qui peut être activée quand on a une conjonction avec cette planète-là, quel genre de connexion. Tu sais, on en a parlé tantôt, on disait Pluton, on parlait de dynamique de pouvoir, de transformation, on a parlé des nœuds lunaires, qui est quelque chose de karmique, fait que j'avais envie qu'on explore peut-être les autres placements comme Neptune, Uranus, Saturne, qu'on a un petit peu moins parlé. Fait que si on y va à l'envers, mettons, puis là, on a parlé de Pluton, si on fait de Neptune, une conjonction avec Neptune en synastrie, tu vois ça? Neptune. Ouf. Je pense que ça serait, oui, il y a le côté spiritualité, go with the flow, pis tout ça, mais je pense que Neptune en conjonction, moi, je le verrais un peu comme un red flag, dans le sens que ça peut créer beaucoup d'illusions, beaucoup de déceptions aussi, beaucoup de confusion. Moi, j'ai déjà eu ça avec une personne dans une relation. Ma Vénus était conjointe à son Neptune, puis ouf, c'était pas beaucoup, c'était pas clair, cette relation-là, je dirais. Fait que ça peut créer ce voile-là aussi, Neptune, un petit peu. Mais en même temps, on avait cette connexion-là spirituelle intense, là, tu sais. Fait que c'était vraiment une relation de vulnérabilité, d'ouverture. Fait que, tu sais, il y avait quand même ça de très beau. Fait que je pense que ce serait ça un peu que ça pourrait créer au niveau de Neptune dans ces conjonctions. Encore une fois, moi aussi, c'est ça que je voyais. Je pense qu'il y a les deux côtés de la médaille, puis de voir la planète qui est dans cette énergie-là. Si par exemple, tu as Mercure en poisson en conjonction à Neptune, mais ça peut être des illusions au niveau de la communication. Puis Mercure en poisson, c'est Mercure qui est en détriment, qui n'est pas confortable. Mais si tu as une Vénus exaltée en poisson en conjonction avec Neptune, là, ça peut emmener le côté transcendant de la relation aussi. Fait que ça dépend aussi de comment la planète est confortable, mais c'est ça, c'est illusion versus transcendance, connexion spirituelle avec Neptune, 100% d'accord. Puis Uranus, comment tu vois une conjonction avec Uranus? Uranus. Ça, quand tu as parlé du red flag tantôt, puis j'y ai repensé dans ma tête, puis je trouve que des aspects avec Uranus en carré, moi, je verrais ça comme des gros red flags, là. Genre une Vénus carrée à Uranus, un Mars carré à Uranus, ça, c'est des relations de genre, tu sais jamais comment l'autre va réagir, où est-ce que ça s'en va, ça fait des espèces de up and down dans ta relation de genre, ben on est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble. C'est comme tout le temps des changements rapides. Ouais, fait que ça peut être utile, mais là, si on parle de la conjonction, au niveau de plus difficulté, ce serait justement ce lien-là de changement soudain, d'imprévisibilité, de voyons, je l'avais pas vu venir, voyons, pourquoi elle agit ça de même, ça me crée de l'anxiété, ça me crée du stress. Uranus. Explosif, Uranus. Oh, ouais, méga explosif. Puis en bon lien, ben Uranus, c'est le changement, c'est
c'est tout le côté aussi d'avancement vers le futur, tu sais, de sortir de la routine, là. Tu sais, Uranus, c'est comment, ouais, il le change telle affaire. Fait que l'autre personne peut faire, ben, si t'étais bien chez vous, t'étais bien dans ton petit cocon, puis là, t'as une conjonction Lune-Uranus avec l'autre personne, ben, c'est peut-être que cette personne-là va t'amener à changer de place, à changer d'endroit, à changer de foyer, d'amener plus d'évolution dans ta petite lune, peut-être plus fragile dans tes émotions, tes besoins, peut-être qu'ils vont changer avec cette personne-là, tu sais. Mais oui, c'est stressant puis c'est inconfortable quand même. C'est que ça sort de ta zone de confort, puis Ouais. ça peut être aussi des relations hors normes. Souvent, j'ai vu des personnes qui avaient le maître relationnel en conjonction avec Uranus, puis souvent, c'est des Ouais. configurations de relations qui sont différentes, qui sortent du lot, tu sais. Fait qu'il y a aussi cette idée-là d'innover puis d'oser aller au-delà des limites avec Uranus. Mais après ça dépend c'est quoi les autres placements dans ta carte du ciel, puis est-ce que tu es confortable avec le changement puis C'est l'innovation. Cette ça. explosion-là aussi, il y en a qui en recherchent des Ouais. explosions. Oui, c'est ça. Tu sais, des Vénus, Trigone à Uranus, ça aime ça, la liberté, le changement, tu sais. Fait que ça dépend de la personne, exactement. Puis est-ce que tu considères Chiron, toi? Oui, quand même, oui, beaucoup, beaucoup. Karen, nœud lunaire, moi, je suis folle de ça, là. C'est comme gros karma, là. Je parle tout le temps de ça dans mes séances. Puis, Chiron, dans les synastries, ça peut être quand même challengeant. C'est surtout si à une conjonction, Chiron-Chiron. Ouf, c'est comme il y a de la guérison, puis de la blessure qui est là, puis du challenge à ce niveau-là, puis de toujours venir stimuler l'autre dans ses blessures, puis l'autre aussi s'est stimulé dans ses blessures et vice-versa. Fait que ça peut être quand même confrontant, mais en même temps, vous venez éveiller ça, vous venez créer ça en dedans de vous. Fait que c'est sûrement que cette relation-là va être aussi assez transformatrice en soi, là, à ce niveau-là, de guérir beaucoup de choses ensemble. Fait que ça peut être très, très beau aussi, là. C'est ça, c'est le guérisseur blessé, tu sais. Fait que oui, il y a la blessure, mais il y a vraiment aussi la guérison, tu sais. Puis que Ouais. Karen soit en aspect ou en conjonction avec n'importe lequel déplacement, mais ça peut venir donner beaucoup d'informations sur la relation. Tu sais, si tu as ton Karen, par exemple, avec le mercure de l'autre, c'est peut-être que ces mots vont venir activer tes blessures, tu sais. Fait qu'il y a plein de façons de le voir aussi, puis je trouve ça vraiment intéressant. Mhm. Avec les autres planètes, je pense qu'on en avait quand même parlé pas mal, là. Je voulais qu'on rajoute un peu Uranus, Neptune, Pluton, les nœuds puis Chiron là-dedans. Et je serais prête à ce qu'on aille dans nos exemples de synastrie, si ça te tente. OK, Mais absolument. avant, j'aimerais ça peut-être qu'on compare la synastrie avec la composite pour que les OK. gens savent un peu c'est quoi la différence entre les deux. Peut-être qu'on pourrait faire un prochain épisode sur la composite, si jamais ça te tente. Ben, crime, tellement, mon Dieu, il y en aurait beaucoup à dire parce que Oui. c'est un sujet en soi. Il y a vraiment la synastrie, mais la composite, il y a beaucoup d'éléments à aller chercher là-dedans aussi, là. Fait que c'est quoi ta perspective, toi, de la composite versus la synastrie? Ben, la synastrie, c'est vraiment toi et moi. Fait que c'est indépendamment, puis on va voir qu'est-ce qu'on crée ensemble. Par contre, composite, c'est vraiment toi puis moi, comment qu'on est ensemble quand on devient qu'un. Fait que c'est vraiment fusionner les deux cartes. C'est ta carte et ma carte fusionnent et devient une carte. Fait que c'est d'aller voir l'énergie de la relation des deux personnes quand ils sont ensemble. Le moindrement qu'il y ait quelqu'un qui s'ajoute, le composite, il est plus là, il est changé. Là, ça devient trois personnes dans le composite. Fait que c'est ça d'aller voir, parce que la synastrie, c'est intéressant d'aller voir les défis, les échanges, les différences, puis tout ça. Puis le composite, c'est d'aller voir, mais c'est quoi la nature de la relation? C'est quoi vos thèmes généraux? C'est quoi qui prend de la place dans vos vies? Les défis, les blessures qui sont de votre relation à vous deux par rapport au composite. Fait que c'est ce que j'aime aussi de ça. Ouais. Ouais, je finis toujours mes rencontres de synastrie par une petite composite, tu sais, parce que je Oui. trouve ça tellement intéressant de voir l'union des deux Ouais. personnes ensemble. Tu sais, moi, j'aime imaginer qu'on est des hommes qui s'incarnent sur Terre, puis quand on s'incarne sur Terre, on prend chacun notre carte du ciel, on vient les comparer ensemble, on vient comparer nos identités humaines, comme je disais un petit peu plus tôt, dans la synastrie. Mais pour moi, la composite, c'est l'union de deux âmes ensemble, tu sais. Qu'est-ce qu'on vient vivre en tant qu'âme unie, tu sais, en tant que couple? Qu'est-ce que notre couple vient... Ben, couple, je dis couple, ça peut être partenariat, ça peut être relation avec Ouais. l'autre, mais qu'est-ce que ça fait quand nos deux essences se mélangent ensemble? Puis là, dans notre composite, au lieu d'être une double roue, c'est juste une carte qui représente les deux personnes, puis représente tu sais, moi, pour moi, la carte du ciel, c'est notre chemin de vie. Fait que là, c'est notre chemin de vie ensemble, tu sais, main dans la main. Fait que je trouve ça beau d'aller voir l'ascendant, le soleil, la lune. On ira voir les nôtres en même temps. Fait que là, je vais aller voir ta carte du ciel avec ton chum pour qu'on puisse aller plonger là-dedans. Fait que ça va être dans la barre d'infos. D'ailleurs, je vais mettre aussi des liens dans la barre d'informations si vous voulez générer votre synastrie sur AstroSy, qui fait qu'aller générer la double roue. Puis si vous voulez aussi aller générer la composite, je vais tout mettre ça dans la barre d'infos pour que vous puissiez l'explorer. Puis là, on va aller voir, on pourrait aller voir la carte de Delphine et son chum en premier.
J'ai fait ton chum par-dessus toi. Est-ce que tu avais une préférence ou tu avais mieux l'inverse? Non, peu importe, on peut y aller comme ça me dérange pas du tout. On peut se la voir en même temps ici. Vous ne pouvez pas la voir dans, dans le podcast, mais nous, on va la regarder, mais vous allez pouvoir l'ouvrir à Yes. partir du lien dans la barre d'infos. Fait que moi, on peut faire ça quand même assez rapidement, pour donner des exemples de notre propre expérience. J'essaie de faire ça de plus en plus dans mes épisodes de podcast, emmener des histoires, des expériences de vie, parce que je trouve que c'est ça qui nous permet d'apprendre l'astrologie quand on connecte aux symboles à travers notre vécu, à travers notre ressenti, puis à travers nos relations avec l'autre. Fait que la première chose que j'ai vue dans la synastrie de toi puis ton chum, c'est évidemment l'ascendant et le soleil de ton chum en balance dans la maison 5. C'est lié au plaisir, aux enfants, à la créativité, à la sexualité aussi. Fait que pour moi, l'ascendant, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est le rôle que la personne vient jouer, puis le soleil, c'est qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière. Fait que c'est comme si son rôle, ce qu'il vient mettre en lumière dans ta vie est un peu la même chose. Fait que je suis curieuse de savoir comment ça se présente, justement, cette connexion-là au plaisir. Est-ce qu'il est venu activer quelque chose au niveau de ta sexualité, au niveau de ton désir d'avoir des enfants ou ton cœur d'enfant? Comment tu le vis? Tellement, là. Ben, écoute, moi et mon chum, on se connaît depuis qu'on a 16 ans. On sort ensemble depuis qu'on a 19 ans. Fait que ça va faire 10 ans cette année qu'on est ensemble. Puis, on n'a pas commencé à sortir ensemble. On était des amis. Après ça, on est devenus des meilleurs amis. Et après ça, on est devenus des fuck friends. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Fait que voilà, maison 5. Donc, plaisir, sexualité, puis ça. Mais en même temps, tu vois que moi, j'ai pas été une personne qui voulait des enfants dans sa vie. C'était pas quelque chose qui m'intéressait ou quoi que ce soit. Puis, je tripais pas ces enfants, si je peux le dire comme ça. Puis, mon chum, par contre, m'imaginer avoir des enfants avec lui, c'est possible, tu sais, de me dire, ah, ça va être le père de mes enfants, ça va être vraiment lui qui va être ce rôle-là pour mes enfants. Là, je suis comme, OK, ouais, genre, j'accepte que ce soit lui, tu sais. Mais peut-être que si on serait plus ensemble, je pense pas que je rencontrais quelqu'un pour avoir des enfants nécessairement, mettons, tu sais, à moins que ce soit ça qui se présente dans ma vie. Mais c'est ça. C'est à quel point une personne peut venir jouer un rôle qui transforme ta vie, qui vient activer ce secteur-là. On le voit de façon tellement littérale, je trouve ça fou. Oui, c'est tel quel, là. Autre chose que je voyais aussi, c'était évidemment, votre conjonction Vénus. Vénus, t'en as parlé un petit peu plus tôt, Ouais. Vénus en Scorpion. Tu sais, pour moi, Vénus en Scorpion, c'est un désir de profondeur, d'intimité, puis un côté fusionnel, peut-être dans les relations. Là, je vois que c'est une conjonction dans ta maison 6. Fait que je me demande quelle est la place de comme la santé, le quotidien, comment est-ce que de connecter souvent profondément ensemble au quotidien, ça fait partie de votre relation. Tu sais, comment tu le vois, toi, ce placement-là? Ben, définitivement. J'aime ça comment que tu l'apportes. Tu sais, moi, j'ai ma vision de, tu sais, on a toute notre vision de comment qu'on voit nos choses, mais toi, ta vision, je la trouve super intéressante. Ben oui, dans le fond, moi puis mon chum, c'est drôle parce qu'on a vraiment une routine incarnée. Ça, c'est ce qui nous définit dans notre couple, puis qui des fois, les gens nous disent, mais je trouve ça tellement inspirant que vous fassiez ça. C'est que chaque semaine, on passe notre dimanche ensemble. Donc, le dimanche est notre journée à nous. Puis, à chaque dimanche, on se dit, quand est-ce qu'on se voit cette semaine? Puis là, on part. Là, notre routine, c'est OK, mardi, moi, j'ai tel rendez-vous, j'ai ceci. Fait que là, on se voit tel jour. Puis le restant de la semaine, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Tu sais, comme on est là, mais on vit pas ce moment-là ensemble. Puis quand on vit un moment, moi, c'est super important qu'il y ait comme on vit ce moment-là, les deux. Fait que oui, puis la routine, la santé, ça a quand même fait partie aussi de notre cheminement de couple, si je peux dire ça comme ça en tant que tel. Puis maison 6, les animaux aussi, on a un chat ensemble. Puis c'est venu comme au même moment, là. Genre, mon chat, je l'ai pris un mois avant qu'on officialise notre couple. Fait que, on partage ça ensemble aussi. J'adore. Les animaux sont reliés à la maison 6. Les petits animaux, souvent, Ouais. les animaux plus petits qu'un cheval, parce qu'en astrologie traditionnelle, on dit les animaux plus petits qu'un cheval, c'est la maison 6, puis les plus gros, c'est la maison 12. Ça me fait Ouais, c'est ça. Fait qu'on n'a pas un cheval ensemble, on a un chat. Ouais, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu sais, on voit aussi que sa Vénus vient former un trigone avec ta lune en cancer. Fait qu'autant il y a ce support-là de ce que vous cherchez dans votre relation, mais qui vient en même temps
supporter tes besoins émotionnels, j'ai l'impression, par ce qu'il fait peut-être dans ton quotidien, il vient supporter peut-être ton estime personnelle avec la lune dans la maison 2. J'imagine que c'est une dynamique de ta vie aussi, reconnaître ses ressources puis connecter émotionnellement à ce qu'on partage dans le monde avec ta lune en cancer en maison 2. Fait que, ouais, comment tu le vois, ce support-là entre son Vénus puis ta lune? Ma lune, ben je dirais que c'est sûr qu'il vient vraiment comme m'aider dans mes besoins de sécurité, là, tu sais, parce que moi, mettons, au début de notre relation, lui, mon chum, avec sa mémoire, c'était comme un peu difficile de se dire, OK, on était supposé se voir tel jour, mais finalement, il voyait ses amis. Là, on parle d'une relation quand on a 19 ans aussi, là, on est ailleurs, mais dans ce temps-là, c'était ça. Fait que ça créait beaucoup d'insécurité chez moi d'avoir un besoin de routine puis de sentir que comme je sais à quoi m'attendre le lendemain un peu, pas de changer mes plans, je peux avoir de la difficulté avec ça. Fait que lui, quand il a vu ça puis il a compris ça, ben, au fil du temps, au fil des années, ça s'est beaucoup placé aussi, là. Fait que ça vient beaucoup me sécuriser en tant que petite lune en cancer. C'est beau parce que je vois beaucoup ton placement de Mercure à travers ce que tu dis, le fait Mercure en Capricorne, tu sais, qui veut justement qu'il y ait cet engagement-là, que ce soit clair, puis lui, Mercure en Scorpion, qui est plus dans les émotions. Fait que les deux sont en sextile. Il y a Mercure en Scorpion à 0 degré, à 2 degrés, puis Mercure en Capricorne à 0 degré. Fait qu'on dirait que votre communication vient se supporter. C'est les deux d'une communication qui est peut-être réceptive dans une énergie yin, dans l'énergie de la Terre, du Capricorne, l'énergie de l'eau, du Scorpion. Mais je me demande, est-ce que même s'il y a un sextile entre les deux, on dirait que l'énergie du Capricorne, je la vois vraiment différente de celle du Scorpion. Il y a comme une réactivité émotionnelle dans la communication, peut-être, pour ton chum. Est-ce que tu le vois, ça? Est-ce que toi, tu es plus terre à terre, puis lui, il est plus dans ses émotions? Ben, il est très, quand, tu sais, il y a un Mercure en Scorpion, fait qu'il est très intense quand il parle, là, si je peux dire ça de même. Puis, mais tout autant que, tu sais, il est super balance aussi, tu sais, il est balance, ascendant balance, fait que, il a pas tendance à voir les choses trop de façon, trop noire-blanche non plus, veut pas, à cause de ça, mais on vient se rejoindre, je pense que, dans le sens que moi, je suis très rationnelle, terre à terre, puis lui, il est capable de voir derrière, tu sais, très Scorpion, il est capable de voir plus profondément les discussions. Puis ça, mon chum, si j'ai dit quelque chose, puis il y a une intention derrière de cacher, il voit tout de suite, là, tu sais, fait que je peux rien cacher, là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que non, je pense qu'on vient se compléter aussi. Puis mon chum, il a quand même son Mercure aspecté par son Saturne aussi. Fait qu'il est quand même capable d'être très droit. Puis aussi, il vient chercher cette énergie-là, veut pas quand même un petit peu de Capricorne caché un peu. Il est plus focus que moi, si je peux dire ça de même. J'aime ça que tu amènes ça comme ça, à quel point justement, bon, oui, il y a Mercure qui est en Scorpion, mais d'avoir un aspect de Saturne peut amener une certaine rigidité à travers ça, fait que ça vient transformer un petit peu le placement, tu sais. Je dis souvent aussi que le positionnement de la Lune dans notre carte ciel va venir nous montrer comment la personne va prendre soin de nous. Fait que lui, ton chum, il y a une lune en Sagittaire, une lune en Lion, dans ta maison 3. Puis pour moi, la maison 3, d'un point de vue traditionnel, on parlait beaucoup de comme qu'est-ce qui est dans mon environnement immédiat, qu'est-ce qui se passe dans mes pensées, dans mon day-to-day, ma communication, comme c'est quoi mes intérêts. Fait que j'ai l'impression que sa façon de prendre soin de toi, c'est peut-être d'emmener du plaisir dans ton environnement immédiat, dans vos conversations, puis comme un peu la connexion au cœur d'enfant peut-être, ou la passion aussi avec une lune de feu. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Ben oui, quand même. Puis tu sais, c'est sûr que moi j'ai une lune en cancer, fait que c'est assez différent à comment on vit nos émotions. Puis c'est toujours drôle parce que moi, si mettons, j'ai tendance à être nostalgique, puis à me mettre à pleurer, puis à être émotive, ben lui, son réflexe, c'est de me faire rire, puis de faire comme de dramatiser un peu l'affaire, puis genre de ramener un petit peu de fun à travers ça. Fait que tu sais, autant que genre des fois on aurait dit une lune en cancer puis une lune en lion, ouf, ça doit être difficile parce que c'est vraiment différent. Oui, mais non, parce qu'en même temps, la lune en cancer, et si on serait juste deux lunes en cancer, mon Dieu, ça pourrait être pénible, tout le temps en train de brailler, puis d'être nostalgique, de refaire le passé. Tu sais, ça me prend le dans le lion pour faire comme, hey, on va jouer, on joue-tu à ça? Ça va être le fun, ça? Puis, ah ouais, t'as de la peine, mais non, mais tu sais, puis il fait une petite joke bien placée, puis là, ça va, je passe à d'autres choses, puis je pleure plus, tu sais, fait que... c'est mon rôle, là. Ça, c'est mon rôle. Oui, c'est ça, mais oui. J'adore. Bon, je vais pas prendre trop de temps à explorer tout ça. J'aimerais savoir, avant qu'on change, qu'on évoque la mienne, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as remarquées dans votre synastrie qui te parlent vraiment par rapport à comme des choses que vous avez vécues dans votre vie, puis des choses que tu vois qui sont vraiment concrètes puis littérales?
Ben c'est sûr que qu'est-ce que je trouve super intéressant, c'est vraiment nos Vénus conjoints puis Trigone à nos Saturne. Fait que tu sais tu sais ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu sais, Mm. moi mon but, moi puis lui, c'est vraiment de tu sais de rester en relation pour ever and ever. Fait que ça c'est quand même assez fort dans nos cartes, je pense. Puis nos Vénus conjoints, ça c'est très drôle parce que on a à peu près le même style vestimentaire. Tu sais, des fois, on s'habille, puis comme, on ressort les deux, puis je suis comme, on dirait qu'on est pareil, là, c'est ridicule, là, comme, faut qu'on, tu sais, genre, on dirait qu'on, genre, on s'est dit, on s'est appelé, puis on s'est dit de mettre le même vêtement, là, tu sais. Fait que, puis on aime aussi des choses similaires. Fait que ça, c'est super bon en relation. Je pense avoir la même Vénus parce que la musique qu'on aime peut se ressembler, tu sais, les vêtements qu'on aime, ça peut se ressembler, puis tout ça. Fait que ça, c'est ce que je trouve fort dans notre vie, là. Ouais. J'aime que tu amènes ce point-là, justement, que ça peut se trouver autant au niveau de la relation que des intérêts communs, tu sais, puis d'un style même Mhm. qui peut être similaire. Puis là, j'ai envie, avant qu'on passe à la mienne, d'aller voir vos planètes relationnelles, peut-être une après l'autre, puis de voir comment on peut les comparer ensemble. Fait que quand je regarde ta carte du ciel, à toi, tu as la maison 7 en Sagittaire, le Sagittaire qui, en astrologie traditionnelle, est gouverné par Jupiter. Puis tu as ton Jupiter en domicile, en Sagittaire, dans la Ouais. maison 7. L'impression que toi, au niveau de tes relations, il y a vraiment une grande importance de liberté, de spontanéité peut-être, mais aussi d'engagement relationnel en même temps dans la maison 7, d'être avec cette personne-là qui te fait te sentir libre d'être toi, libre de connecter à ta spiritualité, puis une personne qui peut t'emmener un peu dans l'expansion, mais qui peut aussi te sortir de ta zone de confort dans l'énergie du Sagittaire. Fait que ça fait Jupiter, Sagittaire en maison 7, puis je vais aller voir le sien. L'appeler Delphine Chum. J'adore. Fait que lui, il a la maison 7. Mais dans le fond, il a une carte vraiment similaire à la mienne, mon Dieu. Ben oui, t'as sur la balance. Ascendant Balance avec une lune en Lion. Ouais. La maison 7 en Bélier, donc gouvernée par la planète Mars. Puis son Mars est placé en Cancer dans la maison 10. Je trouve ça intéressant. Fait qu'il y aurait une énergie très martienne, très initiatrice peut-être dans ses relations. Je me demande si c'est lui qui a peut-être fait les premiers pas vers toi ou si c'est plus toi. Puis avec Mars en Cancer, on dirait qu'il y a comme une grande fluidité ou fluctuation au niveau de l'énergie, tu sais. Puis là, c'est placé dans la maison 10 aussi, fait que peut-être un désir d'être vu dans le public ou de sortir vers l'extérieur avec sa partenaire. Fait que autant ton Jupiter en Sagittaire maison 7 puis son Mars en Cancer en maison 10, comment tu les vois dans vos vies? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà exploré? Parce que je sais que tu pratiques pas l'astrologie traditionnelle, mais je me demande si... Ouais, ben en t'écoutant parler, c'est sûr que je te dirais que Jupiter en Sagittaire, il veut explorer, il veut voyager, il veut découvrir ça. Puis je te dirais que peut-être ça serait plus comme un défi dans notre relation parce que son petit Mars en Cancer qui désire être à la maison, qui désire avoir sa famille, qui désire Ouais. être dans sa sécurité, vient un petit peu bloquer quand même mon côté Sagittaire qui ferait genre, on achète des billets pour aller au Japon demain? Puis lui qui est comme, t'es folle? Genre, non, fais pas ça. Comme, c'est non, moi, je vis mes émotions de cette façon-là. Fait que je le feel pas. Ça, c'est mon chum, Mars en Cancer. Fait que, ouais, je verrais comme ça. Mais tu sais, c'est sûr que son petit côté maison 7 en Bélier, je pense qu'il mon chum dans ses relations, il a besoin beaucoup d'indépendance, énormément. Fait que je pense qu'on peut venir se rejoindre à ce niveau-là que moi mon Sagittaire, il fait un peu ce qu'il veut, sait où c'est qu'il s'en va, fait ses affaires. Fait que je pense que ça vient quand même se compléter à ce niveau-là là. Ouais. Vous avez les deux des ascendants en air, fait que les deux des maisons 7 en feu. Fait qu'au niveau du Mhm. relationnel, l'énergie du feu peut vous rejoindre les deux. Puis je trouve ça beau Ouais. l'exemple que tu donnes, que lui, il recherche plus l'intimité avec la famille. Mars en Cancer, c'est Mhm. sa drive, c'est d'aller vers ça. Puis là, que ce soit dans la maison 10, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que ça amène peut-être le désir d'être perçu par le monde dans l'énergie peut-être du père ou l'énergie qui est paternelle, tu sais, on s'entend qu'avec le Mars en Cancer, c'est l'archétype de la mère, mais je l'amène au niveau du prendre soin et au niveau de la parentalité en général, là, mais comme Mhm. le désir de bâtir une famille puis que ce soit ça, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça intéressant aussi. Ouais, comme Est-ce objectif. qu'on regarde la mienne? Genre de Oui. je vais aller. Haha. Je t'explique. Oh, j'ai pas mis la mienne ici, ce sera pas trop lent, tout le monde. Ma carte est. Allez, Des sacs. je l'ai pas trop loin.
Yes, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, fait que j'ai hâte de voir. Ah. Qu'est-ce que ça donne? Ben, là, dans le fond, fait que là, ouais, fait que t'as mis ton chum sur ta carte, dans le fond. Puis toi, ton chum, c'est ça, ben, dans le fond, c'est quoi aussi? J'avais vu que vous aviez, lui, c'est son soleil qui vient dans ta maison 5. Fait que j'avais vu ça aussi, je trouvais ça intéressant. Je suis comme, OK, un petit peu de plaisir aussi dans leur relation. Je pense qu'on retrouve quand même souvent ça dans des synastries maison 5, maison 7, au niveau du couple, là, super important. Fait que toi, est-ce que tu dirais que ton chum qui vient stimuler ça dans ta vie, est-ce que ça fait partie de ça quand même? Ouais, je trouve ça intéressant que je te parlais de ce truc-là tantôt, puis j'avais complètement oublié que moi et mon chum, on avait ça Ouais, aussi dans ma carte. Fait que ce que je te disais à toi s'appliquait à moi aussi en même c'est temps. ça. Puis ouais, vraiment, parce que mon chum, en fait, il est papa d'un petit garçon. Fait que déjà, dans Ah, la maison 5, il est venu mettre en lumière la parentalité dans ma vie, dans le sens que je suis devenue hmm. belle-maman en étant avec lui. Puis aussi, ben, c'est quelqu'un qui... une des valeurs qu'on cultive ensemble dans notre relation, c'est vraiment le plaisir, s'amuser, aller voir des shows, faire des activités, faire nos hobbies, suivre nos passions. On a des passions qui sont totalement différentes, mais on a quand même un désir justement d'avoir du fun. Puis la sphère sexuelle aussi, c'est quelqu'un qui est venu en Oui, ma sexualité en expansion. Il y a aussi son Jupiter dans la maison. c'est vrai, ben oui. Oh my God. Puis, avec le Verseau, c'est comme une, j'ai envie de dire, une sexualité ou même une parentalité qui est hors norme, tu sais. Je le vois beaucoup hors norme, qui va au-delà des limites de la société. Puis je dis ça parce que justement, mon beau-fils, il a une condition spéciale qui fait qu'il est en chaise roulante, il marche pas, il parle pas. Fait que c'est une Ah, parentalité qui sort du lot puis qui est wow. différente que ce que je me serais attendue. Fait que très intéressant Ah, que ça soit passé dans mon retour de Saturne puis que mon wow. dans ma maison 5 aussi. Fait que, ouais, ça c'est vraiment clair pour moi. Hey, ben ouais, ça a dû être un bon challenge de ramener une certaine autorité, de faire comme, OK, là, je suis rendue un adulte, j'ai un enfant à ma charge, voici Saturne, voici la réalité maintenant, tu sais. Fait que ça a Finalement, dû quand les même, devoirs, les responsabilités à la... ouais. Ah, c'est beau. Ouais, moi, je focalisais sur le soleil, mais il y a comme vraiment d'autres choses qui vont dans ta maison 5. Sinon, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans votre synastrie, c'est vraiment sa Vénus et son Mars qui tombent dans ta maison 7. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Moi, ce serait comme un green flag de voir ça, surtout ben, les deux, dans le fond, Vénus et Mars en maison 7, au niveau de créer un lien, de créer cette relation-là. Est-ce que, je sais pas si êtes-vous mariés? Est-ce que vous voulez vous marier? Créer un contrat? On n'est pas mariés encore, mais mon Non? chum, c'est vraiment important pour lui. Mon chum est Ah ontarien. ouais. Je pense qu'en Ontario, puis mon chum est un petit peu plus vieux que moi aussi. Fait qu'en tout cas, il y a vraiment Ouais. ce désir-là de se marier. Il y a comme le monde qui se marie pas, c'est un peu bizarre. Fait Ouais, c'est que ça, moi, c'est c'est vraiment différent. le grand romantique là, dans Lyon. J'aimerais vraiment ça. Fait éventuellement, je pense que oui, mais Mm. effectivement, ce que tu nommes pour l'engagement à long terme avec son Mars et son Vénus dans la maison 7, c'est ça, exactement. On se Ouais, c'est ça. Quand même, fait que ça peut être quand même bien pour le mariage. Je trouvais ça bien. Puis j'avais vu aussi, toi, tu as une Vénus en Vierge, lui, il y a une Vénus en Bélier, que mettons sur papier, on ferait Ah, c'est différent. Ah, ils peuvent aimer les mêmes choses. Ah, ils créent une relation différente, tu sais, mais je trouvais ça intéressant parce que ton chum, sa Vénus est en Bélier, mais dans la maison 6. Et toi, tu as une Vénus en Vierge. Fait que quand même, il y a quand même, je pense que peut-être au niveau de la relation, une recherche d'une routine, une recherche de quand même créer une relation à ce niveau-là, de sentir une organisation dans votre relation, que c'est organisé ou quoi que ce soit. Et je sais pas si ça, tu le vois quand même. Mm. Je trouve ça vraiment intéressant que tu parles de sa Vénus dans la maison 6 parce que justement, je trouve que l'énergie de la Vierge, tu sais, qu'on voit habituellement, qui est beaucoup dans la structure, la discipline, l'organisation, même si j'ai Mhm. installé en Vierge, c'est quelque chose que je ne porte pas dans mon environnement de vie puis dans ma routine quotidienne. Tu sais, moi, je suis plus dans l'analyse des thématiques de la maison 12. Là. Fait que j'analyse mon inconscient, j'organise tout ce qui se passe dans mes blessures émotionnelles, mais au niveau de la réalité concrète, l'organisation-là est pas nécessairement là. Fait que mon chum, avec son Vénus puis son Mars Ouais. de son ascendant aussi, dans la maison 6, Mm. il y a le feu du bélier, mais dans les
quotidienne. Fait que ça vient vraiment, tu sais, les deux, on peut voir qu'ils n'ont pas, on appelle ça en aversion quand on a une Vénus en Vierge puis une Vénus en Bélier. Fait qu'ils communiquent pas pareil. Fait que je pense que au niveau, ça peut créer un petit clash au niveau de comme, comment on vit notre quotidien. Notre plus grand défi, il est à ce niveau-là. Là, comme... Ah ouais, ok, j'aime ça. Est-ce que tu dirais que parce que lui, c'est ça, avec le bélier, il est peut-être, est-ce qu'il est comme indépendant par rapport à sa routine? Est-ce qu'il est un petit peu comme, ben moi, je vais là, je fais ça, donc tu me suis ou tu me suivras pas, peu importe, genre, comme tu deals avec ça, hein? Je veux pas. Moi, je suis dans les vapes de la maison 12, puis lui, Oui, c'est ça. get shit done, puis comme, je fais tout. Hmm. Il prend les actions, c'est ça. Il est vraiment Ouais. il est vraiment là-dedans. Dans l'action. Ah, j'aime ça, je trouve ça intéressant. OK. Puis, qu'est-ce que j'avais vu? Ah, je trouvais ça le fun, vos deux lunes en feu. Mhm. C'est le fun, mais en même temps, je sais pas, dans vos émotions, des fois, ça peut peut-être être assez expressif, excessif ou quoi que ce soit, mais en même temps, des lunes de feu, je pense que ça bouge à la maison en général, puis ça crée vraiment du fun. Tu sais, c'est sûr qu'on a la lune en Lion, on en a parlé tantôt, mais la lune en Sagittaire a quand même besoin de sortir, de s'amuser aussi, veut pas dans son quotidien, là, même de voyager. Pourquoi pas? Fait que je voudrais ça t'entendre là-dessus. Ben, honnêtement, je pense que c'est ça que j'aurais nommé comme green flag, moi, les lunes en trigone, Mm. les lunes qui sont dans le même élément. Je trouve que la lune prend beaucoup de place au niveau de ce qu'on recherche émotionnellement, puis quand on trouve une personne qui peut venir combler ça, ben c'est là que ça vient s'amplifier. Le feu avec le feu, ça se multiplie, là, fait que oui. Mm. Ma lune en lion a vraiment un désir de passion, un désir de romance aussi, puis tu sais, que ça bouge, puis que ce soit flamboyant. Puis ben, sa lune en Sagittaire, je pense que c'est un petit peu la même chose. Puis il y a un côté un peu philosophe aussi qui veut Ouais. comprendre, puis qui veut, ouais, Mm. qui veut explorer. Fait que je pense on s'entend vraiment bien là-dessus. C'est cool. Ah, à ce niveau-là, ah, c'est cool, j'aime ça. Puis, il y a une autre chose aussi que j'avais relevée, je crois que c'est ton Mars, oui, ton Mars qui tombe dans ta maison 8. Ça, je trouvais ça, parce que tu disais la maison 5, toi, pour toi, c'était la sexualité. Au niveau de la maison 8, on n'en a pas parlé, mais pour moi, la maison 8 c'était plus au niveau de la sexualité, l'intimité. Maison 5 c'est plus pour moi l'amour d'un soir, le jeu, le plaisir. Fait que, tu sais, le fuck friend rentre dans la maison 5 et la maison 8 rentre pour moi plus dans une intimité vraiment plus profonde et intime. Fait que d'avoir ton Mars dans sa maison 8 je pense que ça peut être quand même un bon fit en général. Ouais, Comment j'aime tu vraiment trouves ça, ça? comment tu l'amènes. J'ai l'impression que justement, mon Mars m'invite à prendre action ou comme avoir une certaine drive dans aller creuser dans ses profondeurs intimes puis dans les choses qui sont cachées à l'intérieur de lui. C'est beaucoup ça, souvent, la maison 8. Puis j'aime ça que tu amènes le sujet des maisons puis la sexualité parce que c'est quelque chose que justement j'ai parlé dans mon atelier sur la sexualité que j'ai fait récemment. Moi, il y a 3 maisons que j'associe à la sexualité, la maison 5, 7, 8. OK. Anciennement, comme dans les 2000 années de l'astrologie traditionnelle, c'était vraiment la maison 5 qui nous parlait de la sexualité qui crée les enfants. Fait qu'il y a comme cette énergie-là très OK. créative dans la maison 5. Puis ensuite de ça, il y avait la maison 7. Fait que la sexualité avec un partenaire à long terme se trouverait Mhm. dans la maison 7, techniquement, en astrologie traditionnelle. Puis pour moi, la maison 8, ce que j'ai appris, c'est que dans les dernières années, donc en astrologie moderne, on a comme retransformé les significations de l'astrologie, puis on associé la maison 8 à la sexualité parce que on fait cette technique-là que, bon, la maison 1 égale le bélier, maison 2 égale le taureau, puis que chacune des maisons est associée à un signe. Il y a quelque chose que moi, j'utilise pas, mais que beaucoup d'astrologues modernes utilisent, comme la comparaison, justement, avec les maisons et les signes. Puis la maison 8 serait associée au scorpion en astrologie moderne, puis le Ouais. scorpion gouverne les parties génitales. Fait que c'est pour Mhm. ça que la maison 8 est associée à la Ouais. sexualité, puis aussi l'idée du tabou puis de l'intimité. Fait que moi, Mhm. comment je l'emmène, la maison 8, dans une sphère sexuelle, c'est que la maison 8, ben, c'est la partie de notre sexualité qu'on ne veut pas montrer, qui est tabou, qui est cachée. Fait que oui, ça, Mars, Mhm. maison 8, oui, j'arrête. Oui. C'est ça, c'est beau ça, parce que moi, je connais une personne qui a ça avec un partenaire ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'était comme. Puis la maison 8 aussi, dans les synastries, il y a souvent ce côté-là, pas d'obsession, mais de vraiment comme c'est caché, puis c'est secret, puis c'est comme. Il y a cette tension-là, cette passion-là aussi avec la maison 8. Fait que de voir un Mars, qui est la planète de la sexualité,
la drive dans la maison vide de l'autre personne, c'est comme ça vient stimuler ça chez l'autre, là, tu sais, ça vient Mhm. activer, fait que c'est un bon match Comme tu d'habitude. peux voir, en plus, lui, il a son Chiron, son Chiron dans la maison 8, fait que j'ai l'impression que mon Mars vient Mmh. activer ça, puis que en même temps, ça guérit une certaine blessure chez lui aussi, là. Fait que Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, Chiron en maison 8, au niveau de l'intimité, souvent, blessure à ce niveau-là. Fait que, ouais, que ça peut être un petit peu plus challengeant aussi, quand même, sinon, un peu. Fait que, sinon, qu'est-ce que j'avais, y avait autre chose? Au niveau de l'ascendant, comment, parce que l'ascendant, je trouve ça tout le temps intéressant de voir, c'est comme comment j'ai rencontré l'autre personne, hmm. tu sais, la première fois, un peu, l'échange. Fait que me semble, j'essaie, parce que c'est sûr que toi, t'es comme ta façon avec, moi, c'est astro.com, là. Oui, fait On que dirait que c'est comme, je le regarde, on dirait que je le trouve moins il y a clair. son ascendant ici, dans ma maison 2. Dans ta maison 2. OK, Et c'est je ça. suis curieuse de voir qu'est-ce que tu dis à propos de comment on a rencontré la personne. Moi, j'ai Ouais. jamais exploré ça, fait que vas-y donc. Ouais. Ben, c'est comme, je sais pas, c'est comme l'ascendant, c'est le premier contact. Fait que je trouve au niveau de la synastrie, ça peut peut-être créer ce premier contact-là, donner un petit peu de, c'est quoi les premiers sujets qu'on a parlé, ou c'était quoi l'espèce d'environnement dans lequel on était, ou comme un petit peu ce petit côté-là. Puis, lui, son ascendant tombe dans ta maison 2. Fait que je sais pas comment vous vous êtes rencontrés sur maison 2. Peut-être si je prendrais un guess comme ça, des fois, ça aurait pu être au niveau du travail, ça aurait pu être dans un cadre au niveau du corps, peut-être. Fait que ça aurait pu peut-être être la première connexion, ça aurait peut-être été corporel. Fait que le mettons, on pourrait le mettre genre dans un club, un bar, whatever. Puis là, les personnes y dansaient, puis genre, ça a comme fusionné la première fois. Puis ça comme ça. Fait que je sais pas comment vous vous êtes rencontrés, toi et ton chum. C'est intéressant que tu l'amènes comme ça. Moi, on s'est rencontrés sur Internet, fait que de là, je vois beaucoup l'énergie Ah! du Verseau, puis de la maison 5. Dans l'énergie du Verseau, il y a quelque chose de digital, je trouve, mais quand tu Mhm. parles de la première rencontre avec l'ascendant dans la maison 2, tu sais, puis moi, je le vois beaucoup par rapport justement à la maison 2, qui est comme au niveau des ressources qui sont plus intérieures. Tu sais, mon chum, quand on a commencé à se parler en ligne, c'était vraiment, il m'aidait à voir mes propres sources beaucoup, je pense. Puis on s'est rencontrés pendant la Ah, saison. Je pense que c'est une nouvelle lune en Scorpion. Fait que je trouve ça ah ouais. intéressant. OK. Ah, ben ça, c'est intéressant, ça. Au niveau de la Lune, effectivement, qui est comme au niveau du quotidien, je trouve beaucoup la Mhm. Lune. Puis toi, ton ascendant tombe dans sa maison 12. Fait que j'imagine que veut pas, je sais pas si c'est un ascendant Scorpion, fait que j'imagine qu'il doit avoir quand même un côté au niveau quand même spirituel un petit peu. Je sais pas comment ça se définit, mais j'ai l'impression que peut-être toi, tu peux créer une espèce d'harmonie chez lui à ce niveau-là, de créer un équilibre, que peut-être l'ascendant Scorpion est beaucoup dans l'intensité puis dans noir ou blanc, là, tu sais. Fait que de venir stimuler ça pour la première fois, c'est peut-être vos premiers sujets de faire hey, moi, je m'intéresse à l'astrologie, moi, je vois ça comme ça, ou quoi que ce soit, puis faire comme ah oui, OK, c'est ça que tu vois, là, ces sujets-là. Puis, tu sais, je sais pas si t'en as parlé un petit peu au début. Au début, c'est intéressant parce que je l'ai caché, cette partie-là de moi. Tu sais, j'avais un podcast Ah, sur l'astrologie dans le temps, fait que je trouve ça intéressant que mon ascendant soit dans sa maison 12. Ouais, au début, en tout cas, il y avait beaucoup de choses reliées au secret. Je vais m'arrêter là-dessus. Mais beaucoup ah, de secrets cachés, trucs inconscients, peut-être, parce qu'on a commencé vraiment OK. à se parler en tant qu'amis. Fait que, tu sais, il y avait vraiment ce support-là qu'on retrouve dans une amitié. Puis mon chum il est très terre à terre. Fait que même si moi, je suis astrologue, mon chum, il croit zéro à l'astrologie. Il me supporte Hmm, vraiment dans ce que je fais. Fait que quand je disais que hmm. avec son ascendant dans ma maison 2, tu sais, il m'élève dans ce que je crée dans le monde et dans mes ressources. Mais lui, il est très terre à terre, mais il y a quand même une grande profondeur émotionnelle Ouais. à travers ça qu'on a connecté. Fait que, en pointe, là, ce que tu dis, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est autre chose drôle que tu précises ça, le côté peut-être au niveau spiritualité, ça peut être plus challengeant parce que si là, on le voit pas les aspects tels quels, là, mais je pense que, me semble, c'est ton Jupiter ou ta Vénus qui fait un carré avec une de ses planètes. Il me semble que j'avais vu ça, là, je me souviens pas, mais je me disais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, je pense qu'il peut-être peut avoir une difficulté au niveau des croyances entre les deux. Mhm. Juste à retourner voir, là, c'est On se dit ton la Lune. ouais, c'est ça, ton Jupiter puis sa Lune, exact, c'est ça, ouais, La Jupiter en Vierge, ouais, puis sa Lune en Sagittaire. Effectivement, ouais, tu sais, on n'a pas.
j'adore que ça peut créer justement un conflit au niveau des croyances parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes croyances, tu sais, puis Non. c'est là qu'on se diffère. On a beaucoup cette énergie-là de comme, autant il y a des choses qui fonctionnent vraiment bien dans notre couple, mais autant il y a des choses qui sont vraiment comme, on est ailleurs, mais on s'accepte aussi là-dedans, on est dans différentes comme sphères, puis on se ressemble sur certains points aussi, fait que, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a toujours des challenges, veux pas, dans les synastries, mais celui-là, j'étais comme, OK, peut-être que ses croyances dans son enfance, ta famille, tu sais, la lune, puis tout ça, vient peut-être interférer sur Mm. toi, tes croyances que tu développes, puis que tu améliores, puis que tu peaufines en tant que Jupiter en Vierge, tu sais. Fait Mhm. que, qui peut créer peut-être un petit conflit. Puis j'avais vu aussi un autre petit conflit dans votre synastrie, c'est vos oppositions de Mercure. C'est vrai, j'ai oublié de Mhm. parler de ça. Fait que ça peut peut-être créer des discussions un petit peu plus intensifiées au niveau de vos pensées, vos intérêts, quoi que ce soit. Fait que, On en a parlé tantôt, là, les mercures dans les ouais, cycles, ils ont leur idée, puis ils restent. c'est ça. Fait qu'on a chacun nos idées opposées. Mais on a quand même, je trouve ça fou parce que je trouve que le fait que les deux planètes se voient, soit une en face de l'autre, il y a quand même cette connexion-là qui peut être créée entre les deux. Puis même si on a Ouais. des idées opposées, on est capable de se retrouver parce que je dirais que la plus belle chose qu'on a dans notre relation, c'est notre communication qui est vraiment ouverte. Puis je pense qu'il y a ça dans Mm. l'énergie du lion, de comme dans mon Mercure en lion, moi, ça me dérange pas d'être vu, je vais te dire tout ce qui est là. Puis lui, avec son énergie du Verseau, il y a quand même ce désir-là de comprendre, tu sais, puis Ouais. d'évoluer à travers sa communication. Fait que oui, l'attention est là au niveau de nos intérêts puis notre façon de penser, Mm. mais je pense qu'on travaille bien avec. C'est ça peut venir se rejoindre à un certain niveau. Fait que ça, c'est beau de l'opposition quand même. Ouais. Ah, merci vraiment, Delphine. C'est Ouais. super intéressant. Je pense qu'on va se garder la synastrie pour notre prochain épisode. On a quand même parlé longtemps. Fait que pas la synastrie, la composite. Le composite, OK. Notre prochain Parfait. épisode, qu'on pourrait peut-être approfondir un petit peu plus ça ensemble si jamais ça te tente de revenir sur le podcast. Absolument. C'est sûr. Mais oui. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas mentionné que tu aimerais nommer avant qu'on quitte l'épisode? Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie de partager? Je pense qu'on a donné beaucoup d'informations. Je pense que ça serait important que les gens puissent redescendre avec ça, puis voir dans leur vie, puis qu'ils prennent le temps d'aller s'amuser là, avec les synastries de toutes les gens qui connaissent, parce que on commence avec nos cartes du ciel, après ça, on commence avec les cartes du ciel des gens qu'on connaît, mais une fois qu'on met les cartes du ciel ensemble, puis qu'on regarde ça, là, c'est un autre fun qui commence, là. Fait que je pense que... Il y a encore plus à explorer, puis vous pouvez explorer votre relation de couple avec vos parents, avec vos amis. Ça peut être super intéressant, genre toutes les cartes pour générer ça dans la barre d'infos de l'épisode. Si vous voulez aller voir ça plus en profondeur, je vais vous mettre les liens vers Delphine, les liens vers moi. On offre les deux des services de synastrie. Puis j'ai aussi un atelier sur mon site web qui s'appelle Les relations amoureuses dans la carte du ciel si vous voulez le faire de façon autonome et apprendre un peu plus à lire l'astrologie. Fait que je vous invite à découvrir Delphine, ton nom sur Instagram. As-tu un Facebook aussi? C'est sur Instagram, c'est barre en bas, Delphine Henry, tout collé, Henry avec un I. Les gens ils mettent souvent un Y, mais c'est un I. Puis sinon sur Facebook, j'ai une page Facebook, mais c'est pas ma place. Bref, je dirais que Instagram, TikTok, c'est pas mal mes deux endroits. Ouais, puis TikTok, c'est le même nom aussi intéressant. Je fais toujours des capsules sur chaque changement chaque semaine, si vous voulez aller voir ça. Oui, super. Fait que je mets tout ça dans la barre d'infos. Merci infiniment, Delphine, pour ta présence sur le Merci à podcast. toi. C'était vraiment le fun. Oui, moi aussi, je dis genre à la prochaine épisode. À bientôt. Bye bye!